Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs sur le huitième épisode du DZ Podcast, le show radio dédié à l'Algérie. Je suis Springfield. À cet épisode 8, nous allons le consacrer à la tenue du 31e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Alger, donc ça fait à peu près une semaine. Le sommet s'est tenu le 1er et le 2 du mois de novembre. En tout cas, pour cet épisode, on utilise un format un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de proposer dans nos épisodes, c'est-à-dire qu'en fait, on a enregistré un space Twitter avec différentes interventions, voilà, des membres en fait de la communauté algérienne sur Twitter. Donc intervention très pertinente, je pense que vous allez apprécier. L'épisode sera un peu plus long que d'habitude, donc 2 heures au lieu d'une, tout simplement parce qu'on a eu plus d'intervenants. Et puis parce que voilà, on a couvert vraiment de long en large la tenue de ce sommet. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. La qualité de l'audio est un peu différente, bien évidemment, vu qu'on a enregistré sur nos téléphones au lieu d'enregistrer via des mics professionnels. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, bonne écoute. Et puis, on se dit à dans 2 semaines, Inch'Allah. Portez-vous bien d'ici là. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, Spring? Marhaba. Ça va, merci. Marhaba sur ton space, hein, il faut le dire, c'est à ton initiative. Ah non, Et non, voilà. c'est pas mon space. Hein. Moi, je suis juste en termes en figurant là. Arrête. Moi, j'enregistre jamais parce que je sais que tes interventions sont de qualité et que souvent on a des gens qui échangent, qui restent dans le sujet, qui. Inch'Allah, Inch'Allah. T'inquiète pas, on fera la police politique pour faire en sorte Ok. de réguler les écarts, on va dire. C'est ça. C'est ça exactement. Ouais, il y a des choses à Il y dire, a il y a des plein de choses à choses. dire. Il y a des choses à dire. Voilà, c'était riche en événements, en déclarations, etc. Et que parce que l'Algérie a des amis, mais aussi des ennemis. Donc, tu sais, l'Algérie, ça suscite toujours beaucoup de réactions, en fait. On dirait que soit on nous aime énormément, soit on nous déteste absolument. On dirait qu'il n'y a pas d'entre les deux, quoi. Il n'y a pas de milieu par rapport à l'appréciation que se font les gens ou les autres pays de l'Algérie. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, oui, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est exactement Baïda ou la Kahla en fait. Et, euh, et comme l'histoire nous l'a montré, les pseudos dans le vent contraire de l'Algérie aujourd'hui, eh ben, ils pouvaient être tes amis, ils pouvaient être tes amis auparavant. En fait, tout peut changer en fait. C'est pas, c'est pas une science exacte en fait la politique. Non, non, la politique, c'est pas du tout une science exacte, bien évidemment. Enfin, sinon, ça serait vraiment très simple, quoi, tu vois. S'il y avait des principes et des lois qui pouvaient gérer la politique, bah écoute, on en aurait fini avec les guerres, les conflits depuis toujours, quoi. Vous C'est clair. pensez que justement les pays arabes vont tenir parole et mettre peser de tout leur poids pour respecter les résolutions qu'ils ont prises? Franchement, comment dire, j'ai des doutes par rapport à certains. Mais de toute façon, on sait qu'il y a, en quelque sorte, on a deux camps qui se dessinent. Il y a le camp qui est plutôt bah, du côté algérien, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, en fait, défense de la Palestine, refus catégorique, en fait, de normalisation, enfin, de trahison du peuple palestinien, qui est un peu dans une certaine forme de résistance, en fait, par rapport à l'ordre mondial qu'on essaye d'imposer, notamment aux pays du Sud, etc., etc. Et donc ces pays-là, voilà, ils sont plutôt dans le camp de l'Algérie parce que c'est le camp, en fait, entre guillemets, le camp des valeurs de libération des peuples, etc., etc. Donc c'est ce qui est compatible, en fait, avec les principes, en fait, de la politique algérienne, la politique extérieure algérienne. Et après, il y a le camp ce qu'on appelle on peut leur donner plusieurs qualificatifs, hein, opportunistes, traîtres. Alors ils vont parler énormément
de réel politique aussi. Ça, c'est un mot fourre-tout un peu, dans lesquels beaucoup, en fait, ils l'utilisent un peu abondamment parce que justement, ils arrivent pas à mettre les bons qualificatifs dessus ou alors ils ont honte de ce que justement, leurs États, sont en train d'appliquer, comme politique et donc ils vont te dire: «Ah bah, c'est du pragmatisme, c'est de la réelle politique, on a entendu aussi partenariat gagnant-gagnant, ça c'est voilà, gagnant-gagnant donc en fait, enfin tu vas collaborer, même aider le colonisateur justement qui met justement le peuple palestinien dans laquelle il est aujourd'hui. Attendez juste 2 secondes, voilà. Le peuple palestinien dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui et après tu viens dire: «On est avec le peuple palestinien». Bah non, c'est pas compatible. En fait, si tu veux, la réelle politique, elle a ses limites. Effectivement, parfois il faut un peu de pragmatisme, il faut voilà, il faut avoir un certain réalisme par rapport à un certain nombre de conflits et cetera, et cetera. Il y a énormément d'intérêts qui jouent aussi, hein, on va pas se le mentir. La géopolitique, c'est aussi, des intérêts économiques derrière, c'est des partenariats qui se font, on va dire, dans des cercles, ou dans voilà, un peu cachés, quoi. Mais la réelle politique, elle atteint ses limites à partir du moment où il y a une contradiction entre 2 positions qui sont tenues. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le cas, des pays qui ont trahi, en fait, qui ont normalisé. Dans le cas du Maroc, par exemple, ou Bahreïn ou les Émirats arabes unis, en fait, ils perdent toute légitimité, en fait, d'expression ou de défense du peuple palestinien à partir du moment où ils sont en train de dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc en fait, si c'est un partenariat gagnant-gagnant, d'accord, toi tu y gagnes, mais ça veut dire qu'en fait, l'entité sioniste, elle y gagne aussi. Et si elle y gagne aussi, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de renforcer le colonisateur, pour qu'il soit plus fort en fait, pour qu'il soit plus fort justement pour qu'il continue sa colonisation. Donc déjà il y a plus de c'est pas logique du tout, c'est complètement contradictoire et ça, cette contradiction-là, ils arrivent pas, en fait, ils arrivent pas à se l'avouer, quoi. Ils arrivent pas même si peut-être au fond d'eux-mêmes, ils le savent, mais je pense qu'ils arrivent pas à avouer comme ça en public, que c'est complètement contradictoire et que finalement ils ont trahi ce peuple palestinien, qu'ils ont plus de légitimité. Parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des pays aujourd'hui qui collaborent totalement avec Israël, notamment y compris dans le domaine militaire. Et qui vient dire le soutien de l'Algérie, au peuple palestinien, c'est une supercherie. Vous imaginez un peu le culot, quoi, hein. C'est quand même assez bon, même si on sait que c'est des provocations, c'est fait exprès pour susciter des réactions, mais quand même. C'est quand même, c'est une honte, hein, franchement, c'est une honte. Moi, je pense que l'Algérie, elle essaye enfin, un début de l'Algérie, c'est de couper justement cette dynamique des «dénormalisations» entre guillemets, en faisant en sorte, voilà, de montrer qu'en fait, la seule voie possible, c'est pas la normalisation. Il y a pas que la normalisation comme seule voie possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays arabes peuvent s'unir, peuvent, être unis justement face aux déstabilisations qui sont dues, à certaines positions qui sont voilà, comme par exemple le soutien indéfectible, à la cause palestinienne parce que ça a un prix, hein, je pense, hein, d'être, inconditionnellement attaché à la cause palestinienne. Ça a forcément un prix, l'Algérie l'a déjà payé, mais bon, l'Algérie, continuera à le faire parce qu'on n'est Ne, pas on n'est pas ne des hypocrites, penses-tu quoi. pas, ne penses-tu pas que des organismes, des organisations telles le BRICS ou des choses comme ça, économiques, des puissances économiques, pourraient être l'alternative face à ces États-là qui, on va dire, ont changé de veste du jour au lendemain, plus pour un aspect sécuritaire, économique, que voilà. Et du coup, la cause palestinienne a été oubliée. Mais si tu leur offres une alternative, on va dire une sécurité économique ou sécuritaire, comme laisse penser l'Arabie Saoudite en ce moment, la politique saoudienne, ne penses-tu pas que des pays qui auraient normalisé hier pourraient revoir leur copie? Ouais, mais ça serait supposer, Ouali, qu'en fait, la seule raison pour laquelle ces pays-là ont trahi,
la seule raison est économique. Et moi, je pense que c'est pas vrai. Euh, je pense que justement cette excuse entre guillemets du développement économique, des intérêts communs, etc. au niveau de l'économie, etc. Je pense que c'est une excuse qui est trouvée justement pour dire en gros, ben en fait, nous on privilégie notre peuple, voilà, on veut développer notre économie avant de penser en fait à l'intérêt des Palestiniens, parce que ça on l'entend souvent dans beaucoup de, enfin pas beaucoup, heureusement ils sont pas beaucoup, mais dans on va dire quelques bouches en fait d'Algériens, enfin de gens qui se disent algériens, qui nous disent finalement bah moi, le peuple algérien, c'est ma priorité. On a beaucoup de défis et c'est effectivement, c'est le cas, hein. On a des défis économiques, on a des défis sociaux et cetera, qu'on doit relever, en fait, dans ce 21e siècle. D'autant plus que le contexte aujourd'hui mondial prête, à justement avoir une certaine solidité, à avoir une certaine préparation face à ces défis-là parce que en fait, ce nouveau monde, il épargne personne, hein. C'est-à-dire que si tu es faible, on t'écrase. Y compris économiquement, parce que l'économie, c'est quand même la base de tout. Ça te permet justement de te renforcer, d'avoir une prospérité, bon, je dirais sécurité économie, mais en même temps, tu peux pas assurer ta sécurité si t'as pas d'économie. Bon, c'est ça, ça va un peu dans les deux sens. Mais en gros, si t'es pas assez solide, bah, on te dézingue en fait, on te massacre. Et donc ces pays-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent finalement, nous, on veut renforcer notre économie et on veut privilégier euh, en fait l'intérêt ou le bien-être de notre peuple avant celui du peuple palestinien. Sauf que moi, je pense que ces pays-là, ils n'ont pas trahi seulement à cause du volet économique. Ils ont trahi parce que tout simplement, ils ont des intérêts politiques derrière, parce qu'ils ont été infiltrés, parce qu'on leur a aussi dressé des ennemis, si tu veux, des ennemis qu'on a érigés en fait en menace par rapport à leur pays. Par exemple, l'Iran, on prend l'exemple de l'Iran. Voilà, il y a en fait, on a, si tu veux, bâti cette légende ou du moins cette image en fait de l'ogre iranien qui va envahir en fait les pays du Moyen-Orient, les monarchies arabes du Moyen-Orient, etc., etc. Alors je dis pas que les Iraniens c'est des anges, hein. C'est pas ça mon propos. Ils ont évidemment des intérêts géopolitiques en fait, comme tous les pays. Ils ont peut-être une politique offensive aussi, hein, parce que de toute façon, il y a pas de fumée sans feu. Mais en fait, l'image en fait que porteraient les monarchies, par exemple, du Golfe aujourd'hui, c'est que l'Iran en fait veut envahir, l'Iran veut envahir les monarchies du Golfe. L'Iran va lancer des missiles sur Israël, etc. Veut rayer Israël de la carte, etc. Donc en fait, il saisit cette opportunité pour dire en gros, nous avons un ennemi en commun, voilà. Donc on va s'unir, unissons-nous, et pour s'unir, bah, forcément, on doit avoir des relations entre nous et donc on doit normaliser. Ça, c'est une des excuses. Pour le Maroc, c'est exactement la même chose qu'ils utilisent, c'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent exactement le même stratagème, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent l'Algérie, c'est un pays qui est hostile, voilà. C'est ça le narratif. L'Algérie est un pays hostile, c'est un pays qui veut nous prendre notre Sahara, qui veut nous diviser en deux, voire l'Algérie veut nous envahir, etc., etc. Et donc le seul moyen finalement, la seule alternative, eh ben pour justement être pas compétitif militairement, pouvoir nous défendre face à cette menace algérienne, eh ben c'est de renforcer notre économie et puis d'avoir un accord de coopération militaire avec Israël. Voilà, mais ça c'est juste une excuse parce que on pourrait très bien croire, par exemple, enfin moi je posais la question aux Marocains, par exemple. Pourquoi Israël et pourquoi pas d'autres pays? Il y a des puissances qui sont beaucoup plus fortes qu'Israël. Pourquoi? Bon, effectivement, il y a les États-Unis, mais les États-Unis, j'ai envie de te dire, c'est pratiquement la même chose, c'est le même camp. Pourquoi ne pas s'allier, par exemple, avec les Russes ou les Chinois? On sait très bien pourquoi. Parce que les Russes et les Chinois ont une politique, en fait, qui n'est pas expansionniste, entre guillemets, qui est assez équilibré par rapport aux relations en fait qu'ils veulent avoir avec tous les pays du monde. C'est des pays qui se refuseraient justement de mener une politique hostile à notre pays pour avoir un partenariat avec un autre. Aussi simple que ça. Euh,
même si on n'avait pas de relation, on va dire, exceptionnelle avec les Russes et les Chinois, moi, je ne verrais pas les Russes et les Chinois, par exemple, s'allier avec les Marocains pour nuire à l'Algérie. Par contre, Israël le ferait parce que Israël considère justement l'Algérie comme une menace. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, en fait, on voit très bien que c'est pas des intérêts économiques, mais c'est des intérêts purement politiques où ils ont trouvé justement cet ennemi en commun. Et donc, c'est des intérêts qu'ils ont mis en commun pour se dresser contre des pays comme l'Algérie, l'Iran et tant d'autres, hein. En fait, tous les pays qui n'épousent pas en fait leur idéologie et leur politique expansionniste de colonisation. Pareil, même le point en commun, colonisation de la Palestine, colonisation du Sahara occidental, c'est pas un hasard, hein, que ces pays-là en fait ils ont un partenariat et ils ont les mêmes ennemis. Je pense que c'est une question justement de d'intérêt géopolitique et de position plus que économique. Donc pour répondre à ta question, Houari, même si les BRICS, on va dire, offrent une alternative, aux Saoudiens, par exemple, tu vois, parce qu'effectivement, il y a cette coopération. Il y aura toujours, il y aura toujours ce conflit, moi je pense, ou ces tensions-là avec l'Iran, parce qu'il y a aussi une question de leadership régional, etc. Il y a beaucoup de données en fait qui rentrent en jeu pour et qui pourraient expliquer justement ce conflit-là, quoi. Voilà. Je Vas-y, te Flito. remercie. Merci. Vas-y, Flitox. Oui, bonsoir tout le monde. Salut Wary, il paraît que c'est ton Salam dernier alaikum. space. Ouais, je dois m'absenter. Ah, d'accord, d'accord. Euh, Moi, je voulais ajouter juste la question de la causalité par rapport aux histoires des Iraniens qui me font à peine rire. En fait, on fait tout ce tintamarre pour faire oublier que les gens aujourd'hui qui sont contre l'Iran, c'est les gens qui ont aidé les Américains à détruire l'Irak. Et alors, on veut expliquer à tout le monde que la déstabilisation qu'il y a au Moyen-Orient vient à cause des Iraniens, alors que la première cause, réellement, c'est-à-dire que si on analyse la causalité de pourquoi est-ce que cette partie du monde est complètement déstabilisée, c'est juste parce que les Américains ont déglingué l'Irak et ils ont été là-bas, ils ont détruit toute la stabilité qu'il y avait en essayant de vendre que c'était un souffle de démocratie qui allait arriver. Bien sûr, la conséquence, une fois que tu as affaibli l'Irak, il peut se passer tout et n'importe quoi. Après, oui, tu as ouvert la porte à tout. Tu ramènes des Kurdes. Il était même question de déstabiliser à l'époque de déstabiliser même comment Erdogan, enfin la Turquie. Donc ça veut dire que ça partait très très loin, hein. Donc ils oublient cette causalité. Pourquoi? Parce qu'ils en ont fait partie. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont détruit leur région et maintenant ils s'étonnent qu'ils aient des problèmes à droite et à gauche. Alors ils essayent de brouiller le message pour dire que l'Iran, c'est la cause de notre mal et c'est la cause de nos maux qu'il y a ici dans la région et là, là. Et donc, on a créé comme ça ce monstre. Dès que tu as des affaires avec lui, tu te transformes en allié ou je ne sais pas ce qu'on est en train d'essayer de vendre comme chose. Mais honnêtement, ils sont en train de brouiller l'arbre des causes, comme on dit, pour dire que voilà, c'est l'Iran, c'est l'Iran, c'est l'Iran qui a fait ci, c'est l'Iran qui a fait ça. Non, non, c'est les Américains qui en 2003, donc ils ont commencé en 91 et en 2003 ils ont achevé le travail, ils ont juste démoli l'Irak et par ce biais-là, ben voilà, on a déstabilisé. Tu sais, quand un pays tombe de la taille de l'Irak, qui était un pays qui était un exemple, ne serait-ce qu'en termes de mortalité infantile, en termes de développement, c'était réellement un exemple de ce côté-ci. Je te parle Recherche pas des richesses scientifique en aussi, hein. carton. Oui, Recherche exact, en recherche scientifique. scientifique, mhm. mortalité infantile. Je te parle pas des villes en carton Militairement moellé, parlant aussi. Ouais. militaire, tout ce que tu veux. Mais c'était un exemple. La Syrie, c'était un exemple. Les gars, on est en train de parler du berceau de l'humanité, de ce côté-ci. Sérieusement, hein. Je vous parle pas des pays en carton, les Dubaï et de machin, les villes en polystyrène et en fibre de verre. Mais sérieusement. Mais on a complètement oublié ça et on est en train de passer notre temps à parler l'Iran, l'Iran, l'Iran. Et sérieusement, c'est les Américains qui sont la cause de ça. Il faut pas l'oublier. Et les Américains, c'est avec l'aide de qui? Avec l'aide des gens aujourd'hui qui sont contre l'Iran. C'est les Américains qui ont donné la possibilité aux Iraniens de faire ce qu'ils peuvent faire et ce qui est tout à fait naturel. L'eau, tu sais pas la contenir. Et les nations, c'est comme ça.
Je vous donne un exemple. L'Algérie, elle serait tombée au moment où on voulait la faire tomber, eh ben, on aurait eu la même chose dans notre région. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est les résidus de ce qui s'est passé de chez nous. Voilà, tout simplement. Donc, il faut être prudent. La causalité, c'est pas parce que quelqu'un le dit haut et fort, parce qu'il a les médias entre ses mains, que c'est la vraie vérité. Il faut pas oublier que les Américains ont détruit l'Irak gratuitement. Ne l'oubliez pas. Et dites-vous bien que leur casus belli est un mensonge. Et personne n'en parle aujourd'hui et on passe son temps à parler de l'Iran. Moi, avant de parler de l'Iran, moi, j'aimerais bien qu'un jour, des gens aillent en face des Américains et de leur dire pourquoi avez-vous détruit l'Irak? Pourquoi? C'était pour faire c'est de la démocratie qu'ils ont aujourd'hui? Non, mais en réalité, on sait pourquoi, Fitax. Mais et je pense qu'effectivement, tout le monde, c'est devenu de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde le sait aujourd'hui que cette excuse qu'ils ont utilisée des armes de destruction massive. On se souvient de Colin Powell, hein, qui était à l'ONU, fiole à la main, qui nous disait qu'il avait la preuve que. Il y avait de l'anthrax dans son Non, flacon. mais il y avait rien du tout. Il y avait, il C'était y du avait sel de peut-être, mer. mais j'en sais rien. Franchement, c'était du jus de pomme, peut-être son jus de pomme Ouais. de la cantine. Mais ils ont réussi à créer une libanisation de la région, créer plusieurs factions. Ouais, mais c'est Tu exactement vois, le but. c'est Mais ça en fait. ça c'est le projet sioniste en fait. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que ils ont tout intérêt justement à mettre cette région sans dessus dessous pour pouvoir justement après se l'accaparer. C'est le projet, de toute façon, on le connaît. À partir du moment où tu déstabilises des pays, puis tu les morcelles, ben voilà, il y a plus d'unité, les blocs entre guillemets puissants se morcellent. Et à partir de là, bah, tu commences à grignoter petit à petit, et surtout tu peux entre guillemets avoir comme intermédiaire bah, des puissances qui sont beaucoup plus enfin des entités qui sont beaucoup moins puissantes en fait, tout simplement. Ça de toute façon c'est une technique classique à travers les âges pour faire en sorte justement d'arriver à ton objectif. Je vais laisser la parole peut-être. Juste une remarque Ouais. et je laisse la parole. Juste, je voulais soulever le fait qu'il est assez cocasse quand même que pendant ce sommet arabe, les pays frontaliers de l'Iran régionaux qui sont au premier plan, comme l'Arabie Saoudite ou le Yémen, n'ont Les pas du Émirats tout, aussi, les Émirats, hein, surtout. voilà, n'ont pas du tout soulevé cette question de l'Iran, ne l'ont pas amené du tout. Le seul pays qui a mené la question de l'Iran est bien loin de l'Iran. Juste une petite réflexion. Oui, Oui. on va y venir à ce point-là. Ça fait partie du lexique argumentaire justement de ces gens-là en fait. C'est de diaboliser l'Iran et c'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, je pense que Abdel avait levé la main en premier. On remercie l'Akhdar, je pense qu'il était en space d'ailleurs. Merci d'être venu. Bienvenue, l'acteur. Bienvenue. Ouais. Bah Abdel, Euh, vas-y et Hazard. Abdel en premier, puis Vas-y. Hazard, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. salam alaikum, les Ouais, frérots. comme Je ça. voulais juste rebondir avec une question pour Springfield par rapport à ce qu'il disait, par rapport à l'emprise de l'entité sioniste sur les pays arabes, ce qui est dommage. Euh, t'as parlé de l'aspect économique. Moi, je voulais poser une question par rapport plus à l'aspect stabilité et l'aspect sécuritaire. Et comment est-ce que Enfin, je pense que cette question, seul le temps pourra nous la répondre en vrai, mais l'aspect sécuritaire, je suis sûr que c'est une des raisons majeures pour laquelle certains pays ont poussé avec, euh, avec l'entité sioniste. Je parle pas du Maroc, je parle des pays avec des richesses et des pays qu'ils ont pu se développer. Et est-ce que justement cette emprise euh, au niveau de la sécurité, genre si euh, tu nous acceptes ou sinon on te fait un Irak 2.0, on te fait un Syrie 2.0 chez toi, euh, justement fait peur à ces pays de pouvoir s'exprimer par rapport à ce sujet. Et comment est-ce que, même s'ils en ont envie, on va dire, comment est-ce que ces pays peuvent se défaire de cette emprise? Voilà. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un aurait des traductions ou par rapport à ce qui s'est passé au sommet arabe, s'il y a des pages qui ont traduit certaines scènes, etc. Partagez-les, s'il vous plaît, ça fera plaisir. Merci.
Ok, alors Abdel, juste pour répondre à ta question par rapport à l'aspect sécuritaire, etc. Moi, je pense que les pays justement qui ont normalisé, bon, on va pas parler du Maroc parce que c'est un cas un peu spécifique, mais pour les autres pays, moi, je vois pas ces pays-là comme en fait étant dans un état justement, enfin, je veux dire avant la normalisation, comme avoir été en fait dans un état où ils étaient justement sous la menace de qui que ce soit, parce que de toute façon, ils étaient déjà sous, entre guillemets, sous protectorat militaire américain, on va pas se le mentir, que ce soit l'Arabie Saoudite, enfin, pratiquement toutes ces monarchies, hein, l'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats, ils ont une base militaire à Dhafra, justement, qui est où tu as une présence américaine, présence française également, par exemple. En fait, ces pays-là étaient déjà sous protectorat des puissances occidentales. C'est-à-dire qu'en fait, Israël n'était pas une menace pour eux parce que de toute façon, ils avaient déjà des relations qui étaient entre guillemets informelles ou voilà, non divulguées entre guillemets. Mais les relations existaient. Mais Euh, peut-être c'est ces relations qui ont fait qu'ils ont dû accepter l'entité sioniste par pression alors, de alors, alors, l'Amérique, est-ce qu'il y non? a eu, pour moi, il n'y a pas eu de pression parce que bah, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait naturellement sur initiative d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, Israël, ce que veut faire Israël, c'est faire en sorte que ces relations bah, soient normalisées, justement, c'est-à-dire qu'en fait, elles deviennent les plus normales possibles, d'abord auprès des dirigeants arabes, puis auprès des populations, parce qu'en fait, il y a deux stades. Pour moi, il y a deux stades. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il y a le fait qu'elles soient justement normalisées au niveau politique, et après normalisées au niveau, on va dire, des sociétés arabes, ce qui n'est pas gagné encore. Mais au niveau de ces pays-là, tu prends les Émirats, ça fait des années qu'ils ont des contacts, même des échanges économiques, des contacts entre les services de renseignement, etc., avec Israël. Enfin, les Émirats, c'est pas du tout nouveau. Bahreïn, c'est exactement la même chose. Le Maroc, n'en parlons même pas. Enfin, ça date de décennies et de décennies. Donc, en fait, si tu veux, c'est un cheminement assez naturel. Après, l'initiative, pour moi, elle vient d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire en sorte que cette question palestinienne disparaissent complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire en sorte qu'on n'en parle plus et qu'à la fin, justement, on va dire le temps qu'ils atteignent leur objectif en termes de colonisation territoriale, que la colonisation politique et des esprits soit terminée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur trois chantiers, si tu veux, en parallèle. Et pour moi, ils ont pas dû forcer énormément ou menacer ces pays-là pour pouvoir justement arriver à ce stade dans lequel on est aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont fait en sorte justement pas de renforcer, mais médiatiquement et politiquement, de, de construire justement ces menaces, comme je le disais, pour faire en sorte que cette normalisation et que cette entente en ce qui concerne justement les intérêts communs de défense par rapport à un ennemi unique se fasse le plus naturellement du monde. Parce qu'en fait, tu vois, tu vas voir, je sais pas, tu vas voir les Émirats arabes unis, ils sont juste en face de l'Iran. Hein. Voilà, c'est à quelques dizaines de kilomètres par voie maritime. Il y a cette histoire aussi du détroit d'Ormuz, justement, où l'Iran menace, on va dire, assez régulièrement de le fermer à partir du moment où ses intérêts sont soit menacés, ou il y a des menaces carrément américaines avec la flotte américaine en fait qui s'aventure dans le détroit, etc. Donc, pour moi, ils ont pas dû menacer ou mettre la pression. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de pays, par exemple comme le Maroc, qui ont dû négocier. Voilà, ils ont aussi profité de l'opportunité pour négocier certains aspects. Mais le problème, c'est que moi, j'ai bien peur pour eux. Hein. J'ai envie de te dire, c'est leur choix. Ils ont fait ce choix-là, tant pis pour eux. Mais moi, j'ai bien peur qu'ils ont complètement en fait vendu leur souveraineté à Israël. Et c'est ce qu'on voit au Maroc, c'est-à-dire qu'en fait, ces fameux accords sécuritaires, ce qu'on voit, c'est que Israël en fait a carte blanche justement pour s'implémenter au Maroc, etc. Donc pour moi, l'intérêt à la fin, il est surtout pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël maintenant a un pied en Afrique du Nord et notamment dans la région Maghreb arabe. Euh,
Et elle a justement, elle peut implémenter des bases, des centres d'écoute. Et surtout, il y a une espèce d'appropriation complète au niveau économique, au niveau aussi des terres, etc. C'est vraiment une catastrophe, hein, ce qu'on est en train de voir. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Vas-y, Hazard, hein, permets-toi, marhaba bik, salam Oui. alaikum. Salam alaikum, salam Rouari, Springfield, Faiza, tout le monde, Voilà. Abdel. Écoute, pour répondre aussi à la question d'Abraham, faut se remettre dans le contexte, du coup. Et bon, pour les Émirats, c'est clairement, ils voyaient, la menace de l'Iran. Et Bahreïn aussi, qui sortait d'une lourde contestation, celle de la révolution de la Perle. Les deux pays ont une importante communauté chiite, je crois, c'est de l'ordre d'un quart de la population, ou un petit peu moins d'un quart de la population. Et Mohammed Ben Salman était dans la crise du trône. Il était en pleine coup d'état de palais. Il avait réussi à évincer, comment ça s'appelle, Mohammed Ibn Naif, qui était le véritable héritier du trône. Et pour ça, ils Qui ont était son oncle, hein, je crois, c'est c'était ça. son oncle, bien sûr, Ouais. oui. Qu'il a réussi à évincer du trône. Après, concernant l'Iran, nous-mêmes avons rompu pendant toutes les années 90 les relations avec l'Iran. Le seul qui a le bras armé du monde arabe, même du monde sunnite contre l'Iran, il s'appelait Saddam Hussein. C'est celui qui a terrorisé l'Iran. Il leur a mené une guerre impitoyable qu'ont fait les pays arabes au lendemain de la guerre avec l'Iran. Ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi financièrement. Ils ont ramené les Américains pour le trahir militairement. Maintenant, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se débrouillent avec l'ennemi qui se sont créés et avec les défenses qui ont qu'ils ont eux-mêmes abattues. Donc, la question de l'Iranien, c'est une question qui est implantée, qu'ils ont eux-mêmes créée. Maintenant qu'ils négocient avec eux, qu'ils s'autodétruisent ensemble, ça nous importe peu. La cause palestinienne, on voit que ça a été pour eux un faire valoir et que leur siège vaut bien plus que tous les Palestiniens. T'avais absolument raison. Tout le monde parle de comment tu appelles ça, de l'Ukraine, etc. On parle jamais de l'Irak. On parle jamais de la catastrophe humanitaire, du génocide qu'a été l'Irak. N'oublions pas que le seul ministère qui a été protégé, c'était le ministère du pétrole et que tous les musées ont été offerts au pillage. Il n'y a eu aucune protection des musées, que des sites mésopotamiens ont été transformés en bases militaires américaines. Et on peut citer la liste des crimes. Au-delà de la reconnaissance, personne n'a parlé de réparation non plus. Pourquoi ce mot-là, alors que tout le monde sait, jusqu'aux États-Unis qui ont eux-mêmes reconnu que c'était une guerre illégale et une guerre sous faux prétexte, personne ne parle de réparation. Donc ça, mettons ça de côté. Et si là, comment dire, il y a réellement une unité arabe, ce serait de ce point de vue-là le premier commencement. Quand Condoleezza Rice avait théorisé le Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire élargir le champ de Égypte, Jordanie, Israël, au Liban, Syrie, etc. Et c'est ce qu'on voit qui est en train de se réaliser à peu près. Maintenant, la déclaration, pour revenir au sommet de la Ligue arabe, moi je trouve la déclaration d'Alger, elles sont très prometteuses, notamment concernant l'adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies. C'est un pas extrêmement important que la Ligue arabe s'engage dans cette voie-là, qui devrait être une évidence, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Concernant l'engagement de tous les membres de la Ligue arabe concernant le soutien à la cause palestine, un soutien plein et entier à la cause palestine aussi, c'est une très bonne chose. La sortie de crise libyenne aussi. Voilà. Après, ça n'a pas encore été publié, la déclaration en entier, on n'a que des briefs. J'attends la déclaration en entière pour pouvoir en faire une analyse plus approfondie. Merci à vous. Merci Hazard, merci d'être revenu aussi sur justement ce qui a été évoqué pendant la déclaration justement voilà qui résulte de ce sommet-là. Vas-y Flitox, on pourra parler peut-être après des points, ou alors si tu veux en parler directement de ces points justement qui ont été Moi, j'allais publiés. juste ajouter un point, ben, on va détailler après, un point par point, le siège permanent, donc il y a les 3 points. Il y a aussi la participation de la société civile au sommet arabe qui aujourd'hui n'a pas droit de citer et que l'Algérie, lors de ce sommet, ce que le président Tebboune avait dit, c'est que il y aura un changement des statuts, entre autres, parmi les changements dont il était question, c'est de faire participer la société civile un peu, genre comme à la communauté européenne, où la société civile peut inscrire à l'ordre du jour du sommet arabe des points qui intéressent
les peuples arabes. Et la question palestinienne, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais l'Algérie demande mandat. Jusque-là, la question palestinienne elle était entre les mains du sommet arabe, mais on n'avait pas désigné quelqu'un. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, la question du siège permanent de l'État palestinien, c'est l'Algérie qui va convoquer la séance extraordinaire pour déposer, d'où la présence de Guterres. Et c'est entre les mains de l'Algérie. C'est-à-dire que je doute fort que quand l'Algérie s'engage, je parle de l'Algérie, je parle même pas de personne, hein, je te parle de l'Algérie, quand elle s'engage de faire quelque chose, qu'elle puisse revenir en arrière. Et là, elle s'est engagée, elle a demandé mandat, et comme tout le monde est d'accord, donc ça veut dire que mandat a été donné à l'Algérie, comme elle a la présidence, donc c'est à elle que revient l'honneur d'aller porter cette question-là à l'ONU, et vous verrez dans les mois qui vont arriver, là, bientôt, vous allez assister au fait que cette question-là va être posée, elle va être discutée. Et je pense que c'est quelque chose enfin, je veux dire, qui nous sera comptabilisé. Le reste, donc, je pense qu'on va en parler. Il y a eu pas mal de points qui ont été abordés, en effet, et donc on va les égrener un après l'autre, hein. Voilà. Voilà, et c'est ça. Et surtout que, certes, il y avait la présence de Gutiérrez, et d'ailleurs, celui-ci a appuyé sur ce sujet-là qu'ils ont soulevé lors du sommet. En fait, c'est la sécurité alimentaire du bassin méditerranéen et en fait du Moyen-Orient et le Chemal et le Nord-Afrique, c'est-à-dire les membres du sommet arabe. Et du coup, Gutiérrez a appuyé sur ce sujet-là pour voilà, de trouver une alternative pour alimenter justement les pays en manque de blé, dépendants de l'Ukraine et de la Russie, etc. Mais Poutine, Vladimir Poutine, le président russe, a envoyé un courrier au sommet arabe pour les rassurer et pour montrer le soutien de la Russie envers cette organisation-là. Et voilà. Donc du coup, moi, ce que j'ai entendu, et il y a aussi le dossier libanais, excusez-moi. Le Liban estime que Alger est à la mesure de trouver une alternative, sachant que le mandat du président est arrivé à échéance. Et voilà. Spring, si tu pouvais. Ouais, ouais, en fait, effectivement, les Libanais, voilà, ils demandent, voilà, ils font la demande pour un effort, en fait, de médiation algérien, ou de médiation algérienne, pardon, parce que voilà, ils estiment justement que l'Algérie a cette légitimité justement pour arriver en fait à un résultat qui serait positif pour le Liban, de par justement sa neutralité, son expérience aussi hein, dans la résolution et les on va dire les phases de médiation dans différents conflits. Je pense que vraiment notre pays en fait on peut en être fier. Hein, c'est s'impose entre guillemets hein, voilà comme un médiateur presque naturel, notamment notamment dans le monde arabe. Hein, c'est voilà Et c'est tout encore à une notre fois, Smahli, et encore une fois, c'est sa neutralité dans tous les dossiers, en fait, qui lui apporte cette légitimité. Quand on nous demande de prendre parti Iran, sunnisme, non. Ça reste des partenaires. Il ne faut pas, en fait, c'est ce qu'aujourd'hui montre l'Algérie, en fait. Où l'Algérie peut être neutre sur plein de dossiers, en fait. Et, euh, et à exactement. l'avenir, voilà, Et je pense l'union pourra ouais, compter sur ce pays-là, quoi. Ouais. exactement. Et je pense que c'est ça en fait, en fait c'est cette image ou cette caractéristique de la diplomatie algérienne que veulent justement casser ou dénigrer certains voilà certaines parties ou pays mal intentionnés pardon pour dire justement voilà l'Algérie est plutôt du côté de l'Iran etc. Donc on voit très bien aussi le ce jeu sournois. Je pense que de toute façon ça ne marche pas parce que les connaisseurs savent très bien qu'en fait l'Algérie n'a aucun intérêt hein, à vraiment rentrer dans ce jeu-là. L'Algérie n'a pas d'intérêt aussi au Moyen-Orient. Enfin, je pense que son seul intérêt justement c'est de voir les pays de la région vivre en fait les peuples de la région vivent dans la paix, la stabilité pour ces pays-là, et bien évidemment que les Palestiniens puissent avoir leur indépendance. Donc en fait, franchement, personne ou on va dire pas un seul représentant de quelconque pays que ce soit peut reprocher, voilà, s'il est dans une démarche sérieuse et honnête,
pourrait reprocher à l'Algérie d'être, on va dire, dans une démarche de division ou dans une démarche en fait qui viserait à défendre ses intérêts contre les intérêts d'autres pays. Exactement. Et d'ailleurs, ces pays-là normalisateurs critiquent l'Algérie en, en minimisant nos efforts, en fait. C'est vraiment des efforts de prendre position comme ça sur des dossiers où où il y a tellement de divergences. Et on minimise, en fait. Il y a des pays qui se permettent de minimiser Oui, ces efforts-là pendant qu'eux vraiment. normalise, traité d'Abraham juste pour avoir une pseudo-sécurité par des pays qui sont à Bah, l'opposé bah, du monde, en fait. écoute, Ouais. voilà, si on en vient au sujet justement, ce sommet de la Ligue arabe, alors on rappelle, parce il y en a beaucoup qui ont oublié, on rappelle quand même que il y a il y a des pays, des partis justement qui étaient financés par un certain nombre de pays, des médias, etc., qui disaient que ce sommet-là n'aurait jamais lieu en Algérie, que l'Algérie n'était pas capable d'organiser un sommet comme ça, qu'elle n'était pas capable de réunir tous les pays, de la Ligue arabe, etc. C'est-à-dire après, quand ils ont vu en fait que leur projet de faire annuler ce sommet-là avait échoué, quelle était la deuxième phase du plan? C'est, bien évidemment, dénigrement. Dénigrement, c'est-à-dire qu'en fait, insister sur le fait il y a un certain nombre de chefs d'État qui soient pas venus, ils ont envoyé soit leurs prétendants au trône, hein, quand c'est des monarchies, ou leurs ministres des Affaires étrangères, etc. Monsieur Nkono Warren, surtout quand je parle d'effort minimisé, c'est surtout par rapport l'effort apporté par rapport à nos frères palestiniens, Bien en espérant évidemment, qu'ils s'unifient, en fait. oui, Et tout ça est à chaque fois minimisé, c'est du sapage de travail, et tout le temps, en c'est ce fait, que médiatiquement. je dis, Ouais. c'est ce que je disais au début du space, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des pays qui ont normalisé, et en fait, et qui se permettent justement de critiquer le fait que l'engagement de l'Algérie par rapport à la cause palestinienne, c'est quand même le monde à l'envers et du foutage de gueule, hein. On va pas se le dire autrement. Mais là, on voit vraiment l'hypocrisie, hein, mais c'est l'hypocrisie vraiment dégueulasse et perverse. Tu vois très bien qu'ils sont dans un schéma en fait de sabotage, tout simplement de sabotage. Et ce sommet-là, voilà, il voulait pas qu'il se passe. Il s'est passé en Algérie, il s'est même très bien passé. Il y a qu'à voir justement, pas les mots des responsables algériens, on va prendre les mots des autres responsables, enfin des pays, on va dire des représentants des pays participants, des pays de la Ligue arabe, les mots justement du secrétaire du secrétaire général des Nations Unies, bien évidemment du secrétaire général de la Ligue arabe, etc. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies et étaient réunies. Le président sénégalais, hein, Macky Sall, le Voilà, président de voilà. l'Union africaine. Représentant de l'Union africaine, hein, donc le président actuel de l'Union africaine, le président actuel du mouvement Non aligné. des pays non alignés, exactement. Il y a aussi je crois que c'est l'union attends, je sais pas ce que c'est le terme exact. Je crois que c'est l'union de la solidarité islamique ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de me tromper sur la terminologie. L'organisation de la conférence islamique. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Asma. L'OCI. Merci. Donc, en fait, on voit très bien, pour moi, on voit très bien que l'Algérie veut donner une dimension aussi internationale à ce sommet-là. Et en soi, c'est un sommet unique en son genre, hein. C'est peut-être le 31e sommet. C'est le 31e sommet, pardon, et peut-être qu'on n'a jamais vu un sommet comme ça, et c'est probablement le cas. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y a cette représentativité au niveau des chefs d'État, soit des chefs d'État, soit des ministres des Affaires étrangères, ou on va dire des représentants des chefs d'État, mais en plus de ça, il y a cette implication en fait des organisations internationales, de l'Union africaine bien évidemment, ça c'est super important. Et puis on a ce mot aussi, moi que j'ai trouvé assez important à souligner, c'est la mention en fait de la Russie et de la Chine. Le président Tebboune, justement, il a évoqué des messages qui ont été envoyés par le président Vladimir Poutine et le président Xi Jinping, justement, pour appuyer, en fait, pour montrer que, en gros, à travers la voie de l'Algérie, la Russie et la Chine
supportent justement ce processus-là, supportent justement le règlement des crises et surtout supportent le leadership de l'Algérie pour faire en sorte que ce monde arabe soit stabilisé, que les crises soient justement résolues, etc., etc. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et ça montre, enfin, franchement, peu importe on va dire les opinions politiques, quelqu'un qui ne peut pas, enfin, quelqu'un qui n'arrive pas à voir justement on va dire la réussite de ce sommet-là, c'est que soit il est malhonnête, soit il comprend rien à la géopolitique, ou alors il a pas pris le temps d'analyser les différents événements, les déclarations qui ont été faites. C'est clair et net. Hein. Bon, je vais donner la parole. Je vais juste Flipper. rajouter une information Rapidement et après Flipper. que après cette réunion de la Ligue arabe, il y aura pour la première fois de l'histoire une conférence sino-arabe en fait. Les pays de la Ligue arabe, je crois qu'elle se déroulera prochainement en Arabie Saoudite. Donc c'est aussi une résultante. Voilà, c'est une D'où résultante. aussi la présence d'observateurs chinois pendant le sommet. Ouais, Faiza, samhili, hein. C'est juste pour complémenter. Non, c'est tout. C'était juste pour donner cette information. Voilà, que c'était aussi une résultante. Il va y avoir effectivement un sommet Chine-Monde arabe. Donc Chine-Monde arabe qui va se tenir justement en Arabie Saoudite. Ouais. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, effectivement. Vas-y, Flitox. تفضل فليتوكس. Sofiane. Oui. سفيان خونا والله كنا نسقسوا عليك. Vas-y, Flitox. Aslama Sofiane, ça va être très vite. Ça va être très vite. Tu vas nous faire un petit résumé. Ça va être très vite. Non, j'ai essayé de donner une date historique, mais t'inquiète, je vais essayer d'être bref ce soir. Ça va aller très, très vite. En fait, c'est juste pour ajouter que la rectitude des positions algériennes, on voit bien que ça paye. Nous, depuis, et quel que soit les gouvernants, il y a quand même une ligne de conduite pour notre diplomatie extérieure qui a toujours été la même. On a des principes. Et ces principes-là, moi, franchement, ça, je suis fier de ça parce que ces principes-là ont été, mais ils n'ont jamais bougé, ne serait-ce que d'1 millimètre, quelle que soit la personne qui a été mise là. Ils ont été plus ou moins mieux conduits, mais on n'a jamais changé de cap. C'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des principes fondamentaux qui émanent de notre guerre de libération depuis 1962, ça a toujours été les mêmes, point à la ligne. Et ça paye. Nous, on n'a jamais joué les Thénardier, on n'a jamais menti, on n'a jamais essayé de jouer là et là, on a toujours été droit, et c'est ça qui paye. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport à toute la propagande qui est venue après, donc avant, pendant plus d'1 mois, on nous rabâchait en permanence que ouais, non, il n'y arrivera rien, il se passera rien, de toute façon, ça va être annulé, personne n'ira, personne ne viendra. Maintenant que c'est passé, le discours est tout autre, c'est-à-dire que vous allez entendre parler de caméramans, de maquilleuses qui ne sont pas venus, c'est-à-dire que pendant que les gens parlent de questions hyper importantes, c'est-à-dire qu'on parle de la situation en Libye, de la Palestine, du Liban, du Yémen, enfin, c'est des vraies questions, mais véritablement de vraies questions, il y a quand même une kumcha, donc des parasites qui, eux, ce qui les préoccupe, c'est une maquilleuse, c'est des caméramans, si tu m'as salué, tu m'as pas salué. Donc, moi, je pense qu'on a atteint un point d'inflexion, pour parler mathématiques, un point d'inflexion où maintenant, toutes les critiques, moi, je pense qu'elles sont en dehors du domaine de définition. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le schéma. Là, on est en train d'assister à quelque chose qui est un peu loin comme ça. Ils se ridiculisent de plus en plus. Quand tu entends les déclarations de toutes les personnes qui ont participé, toutes, sans exception, et que pendant le sommet, tu reçois comme ça le soutien de la Russie et de la Chine, pour moi, le signal qu'on envoie ici, c'est qu'on a confirmé en direct devant tout le monde, parce qu'avant c'était des discussions qu'on faisait nous sur les spaces, mais maintenant vous avez entendu avec vos oreilles que le monde va changer, les gars. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister au changement de la distribution de la carte mondiale, de la carte géostratégique, mais en direct. Et on verra que chacun prenne ses responsabilités. Pendant ce temps-là, quand tu vois le Libanais, comment il parle de son pays et comment lui répond le président, parce que ça aussi c'est important. Il y a quelques déclarations de certains États. Le président n'a pas attendu la fin, il a répondu directement. C'est-à-dire que quand bien même
Zama, on n'est pas d'accord. Eh ben, sachez que l'Algérie, là, elle est debout avec vous, direct, en direct. Et je ne crois pas qu'un homme d'État puisse prononcer comme ça des choses et que c'est pas une discussion entre potes, hein, tu vois, c'est pas dans la rue, hein, c'est devant tout le monde. Ils savent que c'est des séances plénières, donc ça veut dire que c'est entendu partout dans le monde. C'est pas juste pour parler aux Algériens ou parce qu'il a un intérêt quelconque. C'est réellement la voix de l'Algérie que vous avez entendue. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, honnêtement. Et attendez-vous vraiment à des bouleversements, hein. Moi, je continue à y croire et je suis, enfin, mon pressentiment me dit que 2023, ça va être une année vraiment de bouleversement, même si ça a déjà commencé. Voilà. Allez, à toi, Sofiane. Tu vois, j'ai pas été long. Salam alaikum tout le monde. Voilà, les gens qui sont présents, machallah. Je tiens tous à vous saluer pour tout ce que vous avez fait, que ça soit avant le sommet, pendant le sommet, et là, c'est un travail collectif, et je pense que même le ministre des Affaires étrangères, la Mamara, et le président Tebboune l'ont clairement dit, et que c'est grâce à un travail collectif. En 1917, c'est le décret de Balfour. C'est cette lettre qui a été envoyée par le secrétaire d'État britannique à l'époque, qui a été envoyée à Lord Rothschild, un des grands financiers du sionisme international, se disant que la Grande-Bretagne fera en sorte qu'il y ait un foyer juif en terre palestinienne. 2 novembre 2022, lors du sommet arabe, le président Tebboune demande à l'ONU d'intégrer officiellement la Palestine au sein des Nations Unies. C'est très important, Sofiane, sachant que, c'est juste pour rebondir sur ça, sachant que la Bank of England de l'époque, et en fait, c'est les Rothschild, les frères. Ça veut dire que l'Angleterre était dépendante de cette famille-là et la couronne était prête à lui accorder n'importe quoi. C'est ça, en fait, ce qui est important, sachant que c'était sous mandat britannique. Mais tu comprends, là, oui, non, ça, j'ai pas de souci. Et le 2 novembre, pour dire que le 2 novembre, c'est une réponse à l'histoire. Le sommet arabe que certains ne voulaient pas que se déroule, ils ne voulaient pas ces messages pour l'histoire. 1er novembre, c'est une révolution algérienne qui veut dire une révolution au sein de la Ligue arabe. Et le 2 novembre, où on déclare la demande officielle d'intégrer la Palestine au sein des Nations Unies, ce n'est pas anodin. Ça sera dans l'histoire. Le sommet d'Alger qui déclare le 2 novembre 2022, et il y aura une commission, parce qu'il y aura des mouvements au sein du Moyen-Orient, vous allez voir. Et le 2 novembre encore, vous avez l'implantation dans la grande mosquée d'Alger d'oliviers venant de Masjid al-Aqsa, qui ont été implantés aujourd'hui par le conseiller des affaires religieuses palestiniennes, Shahar, qui sont en train d'être implantés aujourd'hui. Et vous allez écouter le discours de ce conseiller de Mahmoud Abbas qui était en train d'implanter cet olivier venant de la mosquée de l'Aqsa avec la terre de l'Aqsa, et vous aurez les larmes aux yeux où il parle clairement. On voit qu'il y a un mouvement de l'histoire, comme disait Fly Talks, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et c'est l'histoire. Nous, on est en train de parler d'avenir. Pour ça que les gens vous disent, ouais, le sommet. On verra dans le futur proche ce que le décret d'Alger de 2 novembre 2022 aura comme conséquence pour l'ensemble du monde arabe. Aujourd'hui, vous avez des puissances à l'image de la Russie, de la Chine, qui se félicitent, et que même le président Tebboune, en pleine séance, il dit qu'on a reçu 2 lettres directes des 2 sino-russes pour se féliciter de ce que vient d'avoir comme déclaration au niveau du sommet d'Alger. Aujourd'hui, le monde arabe, grâce à l'Algérie et grâce à pas mal de gens dignes dans ce monde, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas s'exprimer de la même manière qu'un pays aussi souverain comme l'Algérie, mais il y a des pays qui sont sous l'emprise d'emprunts, sous l'emprise de certaines vraiment pressions. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Algérie est en train de mener ce combat au nom des peuples libres, au nom pour avoir que ce monde arabe puisse avoir sa voix et sa parole dans cette nouvelle cartographie mondiale. Le monde arabe aujourd'hui est en train de dire que nous allons pas être le paillasson, encore une fois, de conflits interpuissances entre différentes puissances où les gens vont venir. Nous allons défendre nos intérêts, nous allons défendre nos patries,
nous allons défendre nos peuples et pour l'intérêt de nos peuples. Et c'est malheureusement certaines puissances, à l'image des Émirats, à l'image du Maroc, qui ne voulaient pas que cette réunion se déroule, qui voulaient mettre des bâtons dans les roues. Et à la fin, on a vu un Broueta avec sa tenue de circoncision en train de jouer le charlatan à l'intérieur du sommet arabe. Il a compris et il a pris ses babouches. Il est reparti au Maroc avec le désespoir total parce qu'il a essayé par tous les moyens il s'est retrouvé tout seul, hein. Il a remarqué, il s'est retourné, il a trouvé ni les Émiratis. Les Émiratis étaient en train de parler avec le président Tebboune, le prince de Jordanie, d'essayer de trouver. Et Broueta, il te dit, mais on est pour la main tendue, mais c'est un rabat. Il a compris qu'il a été giflé de manière diplomatique par l'Algérie parce que il a reçu que des gifles, hein, honnêtement, hein, si on calcule en termes diplomatiques. Vous avez, dès que le roi Mohamed VI a dit qu'il allait pas venir, la Mamra qui fait une entrevue avec Al-Hadith, une télévision financée par l'Arabie Saoudite, je pense, au moins les pétromonarchies, il leur dit, mais si Mohamed VI était venu, on l'aurait accueilli, Tebboune, il l'aurait accueilli, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est de la diplomatie. On sait pertinemment que l'Algérie ne voulait en aucun cas que Mohamed VI vienne. Il nous a lancé, si vous vous rappelez, avec Jeune Afrique, que Mohamed VI allait venir, mais lui, il voulait cette réponse qu'on lui a donnée en plein sommet. Quand ils ont officialisé la non-venue, il a dit, mais s'il était venu, on l'aurait accueilli comme on accueille tous les responsables. Au niveau Ali, où les résultats, normalement, ils vont se réaliser. Et vous remarquerez que la Ligue arabe, pendant 3 ans et demi, ils n'ont pas voulu se réunir. Dès que l'Algérie, elle a imposé, etc., dans 4 mois, il y aura la réunion prochaine en Arabie Saoudite. Mais les réformes structurelles, les réformes profondes, elles ont été initiées. Et quand je vois le sourire du président Tebboune et le sourire de la Mamra, j'en déduis que beaucoup de choses se sont réalisées et c'est irréversible. Et quand on voit le visage de Broueta, qu'il a échoué dans sa mission, et qui va être lâché. Là, aujourd'hui, Israël, vous avez Bibi Netanyahu qui revient aux commandes avec une alliance très forte du Likoud avec des partis comme le parti Chasse et les Kahanistes. J'en ai parlé de Ben Gvir et vraiment retenez ce nom. Ce sera le ministre de l'Intérieur israélien et c'est l'homme qui veut détruire la mosquée de l'Aqsa. C'est lui qui veut une épuration ethnique et en chassant tous les Arabes de la Cisjordanie, etc. Et ben c'est cette extrême droite racialiste, raciste, mais à un point inimaginable qui est aux commandes aujourd'hui, qui va être aux commandes d'Israël et qui est l'allié de la monarchie marocaine et l'allié de l'Arabie, des Émirats et compagnie. Exactement, vraiment, c'est une politique messianique, je pourrais dire. En fait, ces gens-là rêvent du troisième temple, et sachez que le troisième temple qu'ils ont en tête, eh ben, c'est Al-Aqsa, en fait. Ils veulent bâtir sur Al-Aqsa. Au moment où l'olivier venant de l'Aqsa est implanté dans la grande mosquée d'Alger, celui qui veut détruire la mosquée d'Al-Aqsa va être nommé ministre de l'Intérieur de l'entité sioniste, Ben Gvir, le parti kahaniste. Les kahanistes, c'est eux qui ont Meir Kahan, c'est lui qui était parmi les instigateurs de la création de la LDJ. Vous connaissez tous la Ligue des défenses juives. Et c'est des gens qui ont, avec l'assassin Goldstein à l'époque, qui a tué plus de 160 enfants palestiniens dans la région d'Hébron, etc. C'est un mouvement qui était déjà considéré. Ils ont l'EPAC aux États-Unis. Et il faut savoir que les députés américains vont souvent dans un pèlerinage, entre guillemets, justement, pour visiter ces terres-là. Parce qu'en fait, ils ont une chrétienté déviante qui, justement, leur fait croire que ils devraient avoir un troisième temple. Et c'est ce qui rassemble justement cette idée Sayon, voilà. Oui, pour te dire que le mouvement kahaniste était interdit, y compris même au sein d'Israël. Aujourd'hui, un des enfants de kahanisme, aujourd'hui, qui va être ministre de l'Intérieur, avec Bibi Netanyahu. C'est-à-dire Bibi Netanyahu, dans son délire, il n'est pas arrivé au point des ultra-orthodoxes qui sont dans l'alliance totale avec les kahanistes et le Likoud aujourd'hui. Le Likoud, c'est l'extrême droite, hein, l'extrême droite israélienne, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est l'allié du Maroc et des Émirats, et que certains ont voulu par tous les moyens leur offrir la Palestine et de demander, de quémander la paix à Israël contre rien. Aujourd'hui, vous aurez une proposition de paix, 2 États,
aux frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Si Israël accepte, et là, la communauté internationale, pas la communauté américaine, considérant, voilà, la communauté internationale avec les Chinois, les Russes, et on a bien vu que le président Tebboune, lors de son discours sur la Palestine, a bien pointé du doigt l'insouciance des Nations Unies, l'incapacité des Nations Unies à trouver des solutions. Il a fait appel aux gens libres, etc. Voilà, mais j'ai pas envie d'anticiper beaucoup de choses, mais pour vous dire que le 2 novembre 2022 et le 2 novembre 1917, c'est une réponse de l'histoire. Et, et je pense que beaucoup de choses, comme disait Flytalk, vont se dérouler. Vous avez les élections en demi-mandat aux États-Unis, que beaucoup de choses vont en découdre. Vous avez l'Allemagne aujourd'hui qui commence à montrer le divorce officiel avec la France et elle fait un peu cavalier seul dans ses relations avec la Chine. Il y a pas mal de médias allemands qui parlent d'un possible retournement de position de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Et la Russie qui parle d'implosion des Nord Stream par les Anglais. Les Anglais, Ulysses Truss a été démissionnaire 44 jours après son arrivée, après le SMS soi-disant comme quoi que ça a été fait, envoyé à Blinken. Il y a énormément de choses. Et l'Algérie, elle a voulu que ce monde arabe se réunisse, montre une certaine image avec un leadership algérien, parce que ce qui dérange les mots riches, c'est que l'Algérie ne va pas parler en son nom seulement, mais elle va parler au nom de la Ligue arabe. Et au nom de la Ligue arabe, en pleine ébullition mondiale, c'est une parole en plus de l'Algérie, en plus du G4 africain avec l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est que l'Algérie أودي ما يرقدوش انا واحد كيما بوريطه كون في بلاصه بوريطه ما نرقدش اليوم. Mais Moi, ce que n'ayez je voulais crainte, frère ajouter, palestinien. Il y a le prince des croyants de l'Atlantique qui est le président du comité Al-Quds. Voilà. Il faut voir les avantages aussi. Ouais, Flétox, ouais, vas-y. ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Sofiane, moi, Sofiane, le fait que ça soit l'extrême de l'extrême qui soit ministre de l'Intérieur, honnêtement, c'est une mauvaise nouvelle, certes, pour les Palestiniens à très court terme, mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est le signe du déclin. Parce que quand on arrive à des extrêmes pareils, il faut savoir que ça recoupe justement ce qu'on est en train de penser, c'est que c'est la fin Allah d'un cycle. yahfadek, ça peut provoquer un réveil, C'est c'est la cette fin d'un cycle. extrémisation. Bah C'est-à-dire oui. qu'un extrémiste de cette taille, parce qu'on l'a vu prendre un verre de vin, de passer devant ça, tu vois, que des trucs un peu dégueulasses. En fait, c'est quelqu'un qui va juste mener la politique de tout l'Occident qui soutient un parasite dans la région vers son déclin mais vraiment vers la catastrophe. Parce qu'un extrémiste, on a bien vu Hitler. C'est-à-dire que quand on arrive à mettre un extrémiste, c'est la fin, parce que c'est quelqu'un qui va pas raisonner, c'est quelqu'un qui va juste vouloir faire du mal, il est mauvais. Donc, il n'est pas capable d'être politicien, tu vois, il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir contenir. Pour moi, c'est à la limite, je dis c'est une bonne nouvelle en ayant mal, hein, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. On assiste juste à la fin d'un cycle. Honnêtement, ça confirme justement qu'on arrive à la fin d'un cycle qui est en train de se passer. Mais au sein de l'entité sioniste, il y a que des extrémistes. Il n'y en a pas, j'ai jamais vu, non, si. J'ai jamais vu un premier, attends, j'ai jamais vu un premier ministre de l'entité sioniste qui a un cœur. Ils ont tous eu de massacre, ils ont toutes les mains baignées dans du sang. Ah bah, Mais je vois pas ce que celui-là peut faire de pire. Yitzhak Rabin était sioniste, mais modéré. Non, et pas du il tout. a pu faire C'était une des pires des crapus. Quand tu es président d'Israël, tu fais partie justement de cette entité-là. Les vrais, en fait, il s'est fait tuer par qui? Par l'extrémisme sionisme. À leurs yeux, il n'était pas assez sioniste. C'est ça, un vrai c'est leur roman national. C'est lui-même qui a violé toutes les dates qu'il a données. Lui-même disait, il n'y a aucune date de sacré. C'est lui-même qui a fait capoter ses propres accords. C'est pour dire la mauvaise foi qu'il avait. Lui, son projet, c'était quoi? C'était de créer des zones de, comment on appelle ça, comme ils ont fait aux Indiens, aux Amérindiens, aux États-Unis. Les réserves. C'est ça. Ils voulaient faire des réserves. Ça reste de l'ordre de la politique, ça reste de l'ordre des actions politiques. Et, enfin, je vais dire, il y a une chose qu'il faut, à mon avis, qu'il faut saisir, c'est que
il n'est pas anormal que quelqu'un défende ses intérêts, peu importe le moyen qu'il utilise. Ça, ce dont on parle là, le type dont on parle là maintenant, c'est juste un fou furieux. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en dehors Exactement, frère. Et ils de ce prônent qui est pas tous le raisonnable. troisième temple, ces gens-là. En fait, En fait, là, on a affaire à vraiment, comme il te le dit, un fou furieux. Il va aller un et fou ça va furieux. peut-être ouvrir les yeux, justement, de ces pays normalisateurs. Voilà. Ils seront prêts au fait accompli. Voilà, on a Et pas que, normalisé. Et aujourd'hui, on est associé avec, tu vois ce que je veux dire? et pas Ils verront que. le vrai visage du chétan. Peut-être ils ont aperçu que les, Roh, les tanks, vas-y. J'allais dire pas que, parce que l'annonce de Tebboune en séance plénière de la réception des courriers, c'est pas anodin, c'était pas fait pour la salle, hein, parce que une séance plénière, elle est entendue, elle est écoutée partout. Donc ça veut dire qu'il est en train d'annoncer au monde entier que potentiellement le pôle auquel on pensait tous, nous, comme ça, en discutant entre nous, est en train de naître devant nos yeux. C'est-à-dire que quelque part, on est en train de dire à tout le monde, ne croyez pas que vous allez garder la main mise sur tout le monde autant que vous voulez. Voilà, parce que quand il le dit, tu sais, des lettres, des messages de président machin, oui, ça peut s'annoncer à la télé avec des mots, avec des machins, essayer de leur donner une consistance, un contenu. Là, c'est direct. Et les gars, on a le soutien de Poutine et de la Chine. Le message, c'était pas pour les gens qui étaient dans la salle, hein. Le message, c'était, les Américains, attendez-vous à ce que ça va changer, les gars. Les Européens, ça va peut-être changer, les gars. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, moralité de l'histoire, quand tu mets les choses bout à bout, regardez ce qui est en train de se passer comme ça, bout à bout, bout à bout. Wallah al-Adim, rappelez-vous de cette année qui m'appelle comme, rappelez-vous de 2022, vous verrez. Rappelez-vous. On Et va il pas. y a quelque chose que moi j'ai relevé et qui revient souvent dans les discours Salam officiels, c'est le alaikum, terme Amr. salam. اسمح لي وفاك ça va Ouais, خويا شباب tranquille, الحمد alhamdoulilah. لله Depuis, انت Amar, عليك mais depuis. ouais je t'ai dit ouais il y a un terme qui est souvent revenu dans les discours officiels etc c'est le terme consensus notamment autour de la question palestinienne ce qui marque une réelle volonté d'avancer sans avoir l'unanimité autour de cette question sachant que je crois que c'est le secrétaire général de la Ligue arabe qui l'a précisé que la question l'unanimité aujourd'hui obsolète et donc il était nécessaire d'avoir un consensus, donc d'avancer avec ou sans les pays normalisateurs qui donc du coup étaient absents autour de la table lors de la séance plénière et même avec eux d'ailleurs. Et je trouve que ça c'est important de le souligner. Donc là en gros tu as une réelle volonté d'être arabe d'avancer autour de cette question, de reprendre cette question, reprendre le taureau par les cornes et avancer sans l'Arabie Saoudite et le Maroc et tous les autres pays qui ont pu normaliser avec l'État sioniste. Si je peux me permettre, moi, la seule question justement où j'ai entendu, si tu écoutes ce que Hamam a dit juste à la fin de la réunion avec les ministres des Affaires étrangères, il a dit la seule question sur laquelle il y a eu unanimité, c'était la question palestinienne. Peut-être que j'ai mal traduit ou je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Tous les autres points, c'était un consensus, mais la question palestinienne, c'était à l'unanimité. Sauf si je me suis trompé. Ouais, peut-être, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise lecture, hein, parce que moi j'ai fait un rapprochement entre le terme du consensus et l'absence de certains chefs d'État, représentants de gouvernement. Et dans la logique des choses, on voit que le point commun entre tous ces États-là sont le fait qu'ils aient normalisé, hein, au-delà que ce soit des monarchies, etc. Donc du coup, peut-être qu'effectivement, je pense que je vois pas moi des MAE, des ministres des Affaires étrangères arabes, balayer cette question palestinienne d'un coup de balai, sachant que c'est peut-être, c'était la question centrale du réhabiliter la question palestinienne au sein des pays arabes. Et j'ai l'impression que le consensus, c'est vraiment d'avancer malgré le fait qu'il y ait des pays qui ont normalisé. Parce Et que clairement, aussi, le fait de mais leur normaliser, attends, diplomatie Smahli, était Walid. présente, Amar. Oui, Tu et même vois? le fait d'avoir normalisé, de toute Malgré façon, dans tout. les accords d'Abraham, il y a aussi le fait ces pays-là s'engagent à ne plus s'occuper des Palestiniens en échange du fait qu'il n'y ait plus de colonisation, que les colonies, les kibboutz n'avancent plus en terre palestinienne. Donc c'est à ce à en quoi tous ces pays-là se sont engagés.
et ne plus s'occuper et ne plus s'ingérer dans les affaires israélo-palestiniennes. Donc moi, du moins, c'est ma lecture des choses. Après, effectivement, peut-être t'as raison. Ils ont dû peut-être voter à l'unanimité, tu vois, et ils ont trouvé un consensus, comme ils disent. C'est ça, peut-être, moi, je pense, c'est ça. L'Akhdar, vas-y, frère. Flétox, Ouais, c'est Michael, moi, c'est pas vas-y. par rapport à ce que vous disiez, c'est juste par rapport au tweet ou quelqu'un si pourrait me traduire exactement ce qu'il dit ou pas sur Tebboune. Justement, Sofiane, c'est Michael. Salam, frère. Non, c'est ce Sur moment ta où il y a vidéo, dit, des journalistes l'ont interpellé. par Il rapport à la leur a dit Palestine, oui. que il leur a dit que la question palestinienne, c'est moi qui vais s'en occuper personnellement. Et il a remercié avant. Il a dit 60% de la réussite, elle est due aux journalistes et aux médias présents. Et c'est pour ça que même lors de la conférence, il a demandé, il a remercié les journalistes, la société civile, etc. On voit bien que c'est un message pour dire que c'est un travail collectif à travers lequel les Algériens ont voulu que cet événement soit réussi. Et je le mets au même stade que les Jeux méditerranéens. On a eu la même campagne de dénigrement, de volonté de bloquer. Rappelez-vous, au départ, il y avait même les infrastructures, il y avait un ralentissement par des traîtres, des agents qui faisaient tout pour que l'Algérie ne soit pas prête pour les Jeux méditerranéens. Après, on a vu une campagne médiatique pour dire que l'Algérie n'était pas au top. Après, on a vu la volonté toujours. On nous a envoyé aussi une délégation marocaine en tant que média et pour jouer le même jeu qu'ils ont joué pour le sommet arabe. On voit que ces deux tests pour l'Algérie ont été réussis à 100%. Et le président l'affirme. Encore une fois, c'est grâce au peuple algérien et aux autorités algériennes. C'est-à-dire, c'est un travail collectif qui est en train de remettre l'Algérie à la place où elle doit être, c'est-à-dire un leader incontestable dans la région. Vax, mon frère. Salam alaikum. Salam alaikum, salam tout le monde. En fait, c'est juste pour faire une petite intervention par rapport au sommet. Pour moi, c'est une grande réussite, ce sommet arabe. Moi, je suis très fier du gouvernement algérien, de Tebboune en particulier. Il a eu le courage, il a su insuffler la confiance chez nos partenaires, chez les pays arabes. Et il fallait que l'Algérie fasse ce grand pas parce que c'est une preuve de leadership. C'est pas donné à tout le monde de dire voilà, viens, on s'est réunis en ce moment très important et essayer de créer une union et essayer de pallier sur ce qui va sur les prochaines crises qui vont toucher le monde entier. Et pour moi, c'est une preuve de courage et de confiance en soi. Moi, je m'en fous. Et aussi, on a réussi aussi à stopper l'hémorragie et à couper l'herbe sous le pied de la stratégie de la normalisation. Pour moi, on a atteint nos objectifs. Aussi, j'ai pas vu aucune négativité à part de nos voisins médiocres. Il n'y a pas eu de critiques. Si tu regardes la presse internationale, ils ont parlé d'une manière très positive et rien comme ça, moi je pense que c'est une grande réussite. Après, on va voir, est-ce qu'ils vont avoir ils vont tenir leurs paroles, ces partenaires arabes. Mais moi, je tiens à féliciter, tout le gouvernement et aussi, on a su, montrer, on a su exposer la personnalité algérienne et les valeurs algériennes. On est un peuple non soumis, on est un peuple révolutionnaire et on se soumet à personne. Ils l'ont dit à plusieurs reprises et pour moi, c'est un message très important. D'où la symbolique du 1er novembre, je trouve, elle prend tout son sens, tu vois. Exactement. Et par rapport à la Palestine, au Palestine, moi je reviens, Sofiane, Abbas Hada, il est hors, il est dépassé. Ça me rappelle
la période de la révolution algérienne. Il y avait les Messa les Hajj et les gens qui faisaient de la politique, qui se voyaient exister au sein de la France avec leurs pleins droits. C'est pareil avec comment dire, les partis politiques palestiniens en ce moment. Mais je suis sûr, d'ici peu, il y aura une nouvelle, un nouveau mouvement des jeunes. Ils vont reprendre le front de la résistance. Et on leur a donné, et grâce à à ce soutien moral que l'Algérie et les pays arabes ils ont montré aux Palestiniens, ça va les aider à reprendre les armes, et surtout avec l'arrivée de Netanyahou, avec les extrémistes là, de droite. Je pense que ça peut que être positif. Moi, je vois qu'il y aura des développements très imminents dans la région. Voilà, merci. Non, ça, c'est vrai, hein, la rigueur de la diplomatie de Yasser Arafat, l'OLP d'avant, elle n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que Il y a un nouveau cycle, Houari. ouais, il y a un nouveau cycle, Inch'Allah. Si on revient un peu à l'histoire, 88, déclaration de l'autorité palestinienne en Algérie. 2 ans après, vous avez les accords de Madrid et les accords d'Oslo par la suite. Et Mahmoud Abbas était un des pères des accords d'Oslo et les accords de Madrid. C'était un des membres. Là, aujourd'hui, vous avez la déclaration d'Alger, où on a les différentes factions qui viennent. Moi, je peux dire à 200% que Ismail Haniyeh sera le prochain président de l'autorité palestinienne. À 200% quand je vois son visage, la main levée, le signe, la victoire, la complicité avec Tebboune, le président, etc. 90%, je vois que Ismail, et c'est avec les gens qui font, à l'époque, il y avait Yasser Arafat qui avait les armes en main, et c'est avec les gens qui ont les armes en main qu'on fait la négociation. Et Ismail Haniyeh à la tête du Hamas. Et le Mossad a essayé de l'éliminer au moins 2 ou 3 fois, Ismail Haniyeh. La dernière fois, la dernière fois, ils ont voulu l'empoisonner, en fait, Rachou Ali, comme un déodorant, en fait. Mais ils ont attrapé la personne qui l'a faite. Du coup, ils étaient obligés de lui envoyer l'antidote. C'est pour ça qu'il est encore en vie, alhamdoulilah. Mais pour dire que, voilà, moi, je vois que on est en train de préparer pour après. C'est que le coup de maître algérien actuel, c'est d'anticiper ce qui risque de se passer. Et le président, le ministre des Affaires étrangères, l'a clairement dit. Nous sommes en train de se préparer au grand bouleversement qui risque de toucher la région. Et ne pas oublier, parce qu'on a tendance, en tant que humain, d'oublier. Il faut rappeler que le courant de normalisation, au courant de la soumission, il était vraiment en vitesse ahurissante. Hein. Vous avez vu en Libye des conseillers de Haftar envoyés en Israël. Vous avez la pression en Tunisie. On commençait à parler d'une possibilité de normalisation et on voulait tout faire pour faire effondrer économiquement, institutionnellement la Tunisie de Kais Saïd. On a assisté à Azerbaïdjan. Non, le Soudan, même le Soudan, il avait une pression pour la normalisation. Bien, le Soudan, c'est bon, il a une partie, la normalisé, le Soudan. Ils ont normalisé le Soudan. Ça y est, ils ont des avions où ils jouent à Tel Aviv, etc. C'est-à-dire, il y a des pays, malheureusement, c'était imposé, on leur a imposé la normalisation comme solution de protéger ce qui pouvait protéger en quelque sorte de territoire ou de guerre civile, etc. Vous avez la Somalie. Il vient de découvrir, comme par hasard, 10 milliards de barils de pétrole. Comme par hasard, il y a eu un attentat tout récemment avec 100 ou 200 morts, où les Américains veulent envoyer des GIs là-bas. On est en train de voir que ce courant de normalisation, il était en roue libre, mais l'Algérie, elle est venue pour stopper cette hémorragie et de mettre en lumière les traîtres arabes qui voulaient sioniser le monde arabe à l'ensemble de la population. C'est pour ça que moi, je reste persuadé que l'Algérie, elle a tout fait pour que ces gens-là, les dirigeants ne viennent pas, des dirigeants qui se sont rassemblés dans le désert du Negev, ne viennent pas à Alger pour prendre une photo d'hypocrite et qui restent là où ils sont. Et vous remarquerez qu'ils ont tout fait pour faire échouer le sommet. Pour faire échouer le sommet, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? L'Algérie, elle leur a tendu un bon piège. À mon sens, ce que j'interprète politiquement,
c'est que le président Tebboune, il a dit, il n'y a pas de sommet arabe sans la Syrie. Du coup, ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont dit, ah oui, on ne vient pas. Il n'y a pas de sommet tant que Bachar. Et on a commencé à parler Bachar il tue, Bachar bouché de Hamas, bouché de Damas, nanani, nanana. Et on a vu après la Syrie, en accord avec l'Algérie, elle se retire. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont sauté sur une deuxième chose pour dire qu'on ne vient pas. Ils ont dit, ah non, il faut inviter dignement le Maroc. Chose qui ne s'attendait pas. L'Algérie, elle envoie le ministre de la Justice, un poste régalien. Et même, là, le Maroc avait représenté, le représentant du Maroc dans le dernier sommet de la Ligue arabe, c'était le ministre de la Justice marocaine. C'est-à-dire, ils peuvent pas dire que c'est pas un bon ministre qui est venu nous inviter parce que eux, c'était le représentant du Maroc lors du sommet à Tunis en 2019. Les années passent tellement vite. 2018 ou 2019. Et pour dire que toutes les raisons pour ne pas y participer, pour faire échouer le sommet, l'Algérie, elle a répondu. Et quand on a eu 2 semaines avant, il y avait une possibilité qu'il y ait tous les dirigeants, l'Algérie, elle fait la réunion interpalestinienne et en vérité, ce qui les a dérangés, parce qu'il y a eu des accords au préalable, l'accord de la Mecque, l'accord de Doha, etc. Mais dans cet accord-là, il y avait la commission au sein des éléments, il y a une commission présidée par l'Algérie qui va suivre l'élaboration et l'exécution de tous les éléments avec lesquels ils ont été signés par les différentes factions palestiniennes. Et c'est là où MBS, où l'Arabie Saoudite était un peu déçue, disant, mais attendez, mais nous, qu'est-ce qu'on a comme leadership? Vous prenez tout ou quoi? Alors, donnez-nous au moins de jouer l'intermédiaire, parce que le sommet de 88 en Algérie, c'était la même situation. L'Algérie n'était pas bien en bon terme avec le Maroc. Et le roi Fahd Ben Abdelaziz, à l'époque, il est venu, il a joué l'intermédiaire dans le sommet arabe, qui s'est par la suite, il y a eu des réconciliations, la réouverture des frontières, etc. Et un autre coup de poignard qui nous est arrivé encore une fois du Maroc, en tentant d'utiliser le Front islamique du salut pour démembrer l'Algérie à l'époque par le roi Hassan II et qui l'a clairement dit, l'Algérie, c'est un laboratoire à ciel ouvert. C'est pour vous dire la main tendue Maurice, elle se finit toujours par des trahisons par la suite. Et là, l'Algérie ne leur a pas donné cette occasion. Elle leur a pas donné cette occasion d'avoir l'intermédiaire saoudien. Alors, je mets vraiment en parallèle cette période de 88 avec celle d'aujourd'hui, de 2022, parce qu'on a presque les mêmes acteurs, mais sauf que la résultante et la réponse algérienne, elle est diplomatique, mais d'une intelligence, c'est pas parce que je parle de manière passionnelle, mais la réponse, elle est vraiment d'une intelligence forte. Il y a du savoir-faire, C'est pas Tu vois des qu'il y a de la humanitaires à la matière, manière. absolument. Bien évidemment. Non, c'est de l'objectivité, hein. Il y a même pas de chauvinisme ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on peut lire. Même quelqu'un d'externe peut lire les mêmes choses. J'entends souvent des intervenants externes, par exemple dans des médias ou quoi, qu'on va dire des médias indépendants, et ils ont le même avis que nous, hein, sur la chose. Vas-y, Flétox, frère. Oui, moi, je voulais aborder aussi le point d'un fonds monétaire arabe pour sortir justement de la mainmise de l'Occident pour les pays qui auraient besoin en cas de difficulté ou passagère ou quoi que c'est, même en cas de difficulté, de pouvoir faire appel à ce fonds, puisque il a insisté devant tout le monde. Quelque part, c'est pour le traduire en termes un peu, je vais dire terre à terre, c'est comme s'il dit, eh, les gars, vous avez trop d'argent, il faut quand même penser maintenant à vos cousins, quoi. Arrêtez, ça devient scandaleux. Bon, voilà. Donc, ce fonds monétaire arabe, j'espère qu'il va se mettre en place réellement et qu'il va être efficace. Et dernier point, c'est le fait d'expliquer à tout le monde qu'il faut qu'ils profitent de leur matière, mais entre arabes, pour que la plus-value de ces matières premières reste sur place, parce que voilà, tout le monde profite je vais dire des matières premières de ces pays-là, sans que eux-mêmes n'en bénéficient. Et je pense que ces 2 points-là sont quand même quelque chose d'assez important, notamment en ce qui concerne l'agriculture, qui est quelque chose qui ne demande pas, je veux dire, c'est pas de la high-tech. On n'est pas en train de parler de nanotechnologie, hein. Mais l'agriculture, c'est quand même scandaleux que 430 millions de personnes avec un territoire qui est peut-être 3 fois quand tu vois le territoire des pays arabes, c'est peut-être de 2 fois l'Europe, et qu'on n'arrive pas à subvenir à nos besoins
alimentaire. Enfin, je veux dire, c'est juste Non, mais scandaleux. c'est Et donc, entièrement d'accord, Fly, mais on est en période de libération. C'est des eh ben, pays, pour la plupart, ils étaient sous emprise américaine ou britannique, ou voilà, il y a un colonialisme qui est resté. Et c'est pas anodin de faire de ce sommet le 1er novembre. C'est une guerre de révolution qui ah commence. oui, et c'est une C'est-à-dire renaissance, immédiatement. exactement, Sofiane. La Oui, renaissance, elle a démarré en Italie, elle a traîné toute l'Europe. La révolution industrielle, elle a démarré en Angleterre, elle a traîné toute l'Europe. Peut-être que cette révolution que nous avons connue, en tout cas, c'est une révolution, mais qui va très très vite, hein, parce que là, je vous parle voilà, il y a des de la accélérateurs. Renaissance. Ah oui, mais Mais c'est c'est phénoménal. regarde, Flytox, regarde, l'Occident vient de tirer une balle dans le pied en saisissant les avoirs de la Russie. Ils l'ont fait déjà avec l'Irak à l'époque, ils l'ont fait avec Kadhafi, mais là, avec la Russie, les 600 milliards ou 300 milliards, je me rappelle, 300 milliards, qu'ils ont 300 été milliards, 300 milliards. ça a tué le droit de propriété. Ça veut Ah dire oui. qu'il n'y a pas un Chinois qui va investir en Europe. Il n'y a pas un Khaliji, surtout que les Khalijis sont conscients, hein. Le Qatar avec les livres, le petit vilain Qatar, le Qatar qui finance le fondamentalisme. Vous avez des appels sur l'Arabie Saoudite avec l'affaire Khashoggi, Yémen. Ils le savent que demain, s'il y a une campagne qui se met en place et qui est réactivée, les avoirs saoudiens vont être gelés, y compris aux États-Unis, etc. Alors ces gens-là, ils savent que les milliards de dollars qu'ils ont, ils risquent de partir en fumée. Ils ont intérêt de les protéger, mais comment les protéger? C'est de les réorienter, de les réinvestir dans d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement de libération qui a commencé et avec un appui de l'Algérie, avec un appui de la Ligue arabe, des 22 pays. Moi, je pense que demain, s'il y a une volonté de déstabiliser un pays, eh ben, l'Algérie, elle a mis en place des mécanismes afin de trouver des solutions inter-arabes avant de les internationaliser, comme ça se faisait au préalable pour tout mouvement qui se déroule. Demain, par exemple, s'il y a un conflit, je ne sais pas moi, le Liban, c'est pas anodin. Tu as parlé, Flytox, de Najib Mikati avec son discours, mais son discours pessimiste, etc. C'est l'élite politique libanaise qui est en responsable en grande partie, parce que vous avez l'Iran qui a proposé d'installer des centrales électriques, ils ont refusé, des raffineries, ils ont refusé. Ils attendent encore le gaz venant de l'Égypte qui ne vient plus, de l'électricité de la Jordanie qui ne vient plus. On voit bien le Liban aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a étonné, qui m'a choqué, c'est que le Liban appelle à l'Algérie d'intervenir et tout le monde sait que le Liban, pour s'y impliquer, il vous faut de la force, hein. Il y a la France qui a une mainmise, vous avez l'Arabie Saoudite qui a une bonne mainmise sur le Liban, l'Iran y compris, et que vous veniez l'Algérie, qui appelle à l'Algérie de venir et de trouver des solutions politiques, smahli, mais on est en Et train de surtout que ça jouer dans la vient cour de la après, guerre, hein. surtout que ça vient après la déclaration de Macron quand il a été chez eux en leur disant on vous laissera pas tomber, blablabla, blablabla. Donc on va voir la différence entre quand l'Algérie te dit vous inquiétez pas, quand la France te dit ne vous inquiétez pas. On va voir qui va t'aider. Et pour continuer sur ce que tu viens de dire, il y a Amar avant de partir, il a épinglé un tweet de Tamim Ben Hamed pour illustrer ce que tu viens de dire. Je sais pas, c'est le deuxième truc épinglé. Va voir, va voir pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est parfaitement. Enfin, tu vois bien que je crois que tout doucement les gens commencent à se poser de véritables questions. Voilà, c'est terrible. Ouais, on a un alignement aussi sur, je pense, alignement complet entre le Qatar et l'Algérie par rapport à un certain nombre de questions aussi, parce que le Qatar est, à cause des tensions qui existent en fait entre le Qatar et puis bah, les autres monarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, bien évidemment, et les Émirats, par exemple. Donc je pense qu'il y a un alignement. Enfin, les Qataris ils voient très bien ils ont tout intérêt en fait à justement à avoir un partenariat qui soit solide avec l'Algérie, parce que bon, ils pourront compter sur ça. Et on a également besoin d'IDE en fait, hein, d'investissements voilà, qui nous arrivent aussi de l'étranger pour supporter justement ce développement, ces ambitions de développement qu'on a également. Moi, en tout cas, je pense que ce partenariat, on risque d'en voir les fruits très bientôt. Voilà, peut-être dans les mois, dans les années à venir, ça va être quelque chose, ça va donner de bons résultats, à mon avis. Voilà. D'autant plus qu'il y a une confiance justement entre les deux dirigeants. En tout cas, ça se voit, hein. Ça se voit. Ça s'est vu durant le sommet, ça se voit quand ils sont ensemble, etc. Donc c'est plutôt très positif.
on a tout intérêt à avoir aussi des alliés au Moyen-Orient. C'est pas le but, c'est pas de dire voilà, on met tout le monde dans le même sac. Le but, c'est d'avoir aussi des partenariats avec les pays, voilà, avec lesquels on peut bâtir un partenariat de confiance, des échanges économiques, des investissements, etc., etc. C'est aussi l'approche. Enfin, c'est un peu de ça dont je parlais un peu au début. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait avoir une approche pragmatique qui soit basée justement sur les échanges économiques, la coopération, etc. Même si on n'est pas à 100% aligné, tant que en fait les valeurs fondamentales et puis la politique extérieure, par exemple par rapport à la question palestinienne, elles soient alignées. Et moi, je pense que c'est aussi à travers cette coopération justement qu'on a aussi fait le travail de réunir ces factions palestiniennes, le Hamas, ses frères musulmans. Hein. Donc c'est finalement la faction religieuse qui est proche du Qatar, de la Turquie, etc. Investissements avec la Turquie aussi qui sont très importants. Voilà. Vas-y, Amine, on va donner la parole à un nouvel intervenant. Ouais, Salam. salam alaikum, bonsoir. Salam. Ouais, je voulais vous reparler de la Palestine. Ce qui est intéressant, c'est que même dans la population, ils ont compris qu'ils avaient aucun intérêt à être divisés. Si bien qu'il y a une milice qui s'est créée au mois d'août, qui s'appelle les Lions Den. Alors, la particularité de cette milice, c'est qu'ils s'en fichent au fait de quel parti politique sont issus justement les gens qui sont dans cette milice. Et du coup, cette milice, elle s'est faite au mois d'août, soit un mois après la réunification des différentes factions palestiniennes qui ont été réunies en Algérie, il me semble. Si je me rappelle bien, c'était pendant le défilé des 60 ans. Donc un mois après, ils ont créé cette milice. Israël parle peu de cette milice, mais à mon avis, elle commence à leur faire de plus en plus de mal. Leurs actes, ils sont minimisés, on n'en parle pas beaucoup. Mais je vous invite à vous renseigner sur les Lions Den sur Google et vous verrez que, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils ont compris qu'ils avaient aucun intérêt à être divisés. Voilà, c'est tout pour moi, je vous écoute. Et surtout, Ami, pour aller dans ton sens, c'est qu'aujourd'hui, la révolte, elle est en Cisjordanie. C'est en territoire vraiment où il y a plusieurs colonies, etc., Tout à fait. etc. Tout à fait. Un des points qui a été évoqué justement, c'est le volet économique lors de ce sommet arabe et justement comment faire en sorte en fait de renforcer cette coopération économique en fait entre tous les pays membres de la Ligue arabe pour pouvoir en fait peser hein, comme un ensemble, etc. Faire en sorte aussi que les investissements en fait on va dire monde arabe ou entre les pays arabes soient conséquents par rapport à ce qu'il est aujourd'hui parce que malheureusement les investissements qui sont faits par les pays arabes, notamment les pays qui ont des gros capitaux comme les monarchies du Golfe, pour faire en sorte justement que ces capitaux aillent vers les pays arabes au lieu d'aller vers l'Europe, les États-Unis, etc. Et je pense que aussi justement cette coopération économique entre l'Algérie et la Mauritanie peut vraiment servir d'exemple, hein, parce que je pense que il y a un gros projet en fait d'intégration économique. Il y a des routes qui sont bâties, il y a un gazoduc qui va être aussi qui va partir de Mauritanie justement vers le réseau algérien puis vers le nord. Et il y a déjà on va dire des échanges de marchandises en fait qui sont conséquents entre les deux pays et je pense que dans les 5-10 prochaines années, ça va arriver à vraiment un niveau qui est plus que décent et avec franchement des échanges en milliards de dollars. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et c'est notre intérêt de faire en sorte que cette région en fait saharienne ou on peut l'appeler comme on veut sahélienne même hein, soit justement sûre, sécurisée. Et je pense que ça passe aussi également par une coopération en fait plus importante, renforcée entre les deux armées algériennes et mauritaniennes. Ouais, Et plus étroite, ouais, je ouais, dirais. tout à fait. Et C'est ça, ouais. ça passe par tu sais, le comité d'état-major qui a été entre guillemets réactivé, le fameux CEMOC en fait. Euh, qui est basé à Tamanrasset à l'origine, et donc la Mauritanie fait bien évidemment partie avec l'Algérie, avec le Niger et puis avec le Mali, bien sûr, entre les deux pays. Et il y a un message fort récemment, le Maroc, je crois, qui organise, comment ça s'appelle, le G 5+5 Ouais, mais c'est pas, 5-5.
5-5. non, mais en fait, ils Ouais. organisent rien du tout. C'est juste, C'est vrai, ils accueillent, en fait, ils ont accueilli justement la ouais, réunion des, c'est le pays entre guillemets, des chefs d'état-major ou des représentants militaires des 5+5. Alors, normalement, c'est 5+5 Méditerranée, mais la Mauritanie comme c'est un pays important, justement, géostratégiquement, c'est un pays qui fait partie, en fait, de ce 5+5, tout simplement. Oui, effectivement. Mais la Mauritanie a participé, hein. Moi, j'ai vu le représentant de l'armée Il a mauritanienne. participé. Ils ont Ouais, participé. l'armée En tout cas, marocaine, l'Algérie et la Tunisie sont retirés de. exactement. Ouais, L'Algérie et la Tunisie ouais. n'ont pas participé, ont boycotté cette Ouais. réunion. De toute façon, la Tunisie, ils sont à 100% alignés aussi sur les positions de l'Algérie. Le président tunisien, il a quand même été élu en partie, voilà, sur ce soutien en fait à la Palestine. Il avait justement dit que, enfin, il avait mis l'accent justement sur les pays qui ont normalisé et à quel point ça représentait une traîtrise. Donc, moi, de toute façon, je suis conscient qu'en Tunisie, rien ne changera tant que ce président soit sera bien évidemment à son poste ou voilà, ou quelqu'un, on va dire de la même Exactement, idéologie. Saïd. Exactement, Ismaël, Tout- je t'ai coupé, mais Saïd, c'est exactement ça. Il a bien mis les mots, tu vois, traîtrise. Oui, oui, de Tu vois, toute façon, il a pas eu de langue de bois. C'est ouais, ça qui exactement, fait ça que se c'est voit à son travers discours. moi, j'écoutais les discours en France au Nord comme ça et je voyais bien qu'en termes de, voilà, des mots utilisés, de la rhétorique, etc. Et ben, on voit clairement la différence, hein. On voit clairement la différence entre des pays comme l'Algérie, la Tunisie, voilà, et puis de l'autre côté, des pays, voilà, comme le Bahreïn, où les mots sont un peu plus mesurés, ou alors on essaye d'évoquer la question palestinienne, mais c'est un peu un discours un petit peu hypocrite, même si bon, je pense que de toute façon, officiellement, tous les pays qui étaient présents ont mis l'accent aussi sur la cause palestinienne. C'est pas un hasard justement qu'on arrive à cet accord à la fin, Exact. cet Et alignement entre les pays. j'ajouterais, si tu me permets, le Spring, Bien sûr. c'est que, genre, en fait, on a tendance à stigmatiser cette politique tunisienne en l'accusant et vraiment, même si les mots font mal, parce que j'ai tellement de respect pour ce peuple-là, tunisien, frère, et aujourd'hui, vraiment, il nous le montre. Euh, En fait, on les accuse à travers leur politique d'avoir une pseudo-vassalité envers l'Algérie. Non, non, non. Ça, c'est une politique naturelle, en fait. Ceux qui normalisent sont à contre-nature. Quand on parle de ça, on parle d'une politique où la diplomatie arabe rayonnait et genre, c'est sans rajouter ou quoi, c'était vraiment, à part qu'on s'est fait trahir, c'était soit Jamal Abdel Nasser. Là, on sentait vraiment cette fraternité. Tu vois ce que je veux dire, Sofiane? Ou qui tourne qui m'a dit, c'est que Dzaïr, elle a jamais changé son fusil d'épaule, elle a jamais changé ses idées. Tout à fait. De toute Et façon, la tu sais, Tunisie fait un retour aux sources, tout simplement. Il n'y a pas de Wally, de toute vassalité, il façon, n'y a pas Hacha Khaoutna Touensa. Ahrar. ouais. Voilà. En هو fait, les ريستي سو pays, سادات pas عبد الناصر. Non, je te parle sous Abdel Nasser, c'était rayonnant. Sous Sadat, c'est la banqueroute. Oui, voilà, c'est ça, la trahison, c'est sous voilà, Sadat. exactement. Ouais. Mais quand je parle de trahison, c'est nos voisins de l'Ouest, quand ils mettent sur écoute le sommet arabe, contrairement aux Algériens qui, voilà. Ouais. ouais. Mais j'avais envie de te dire, Wally, en fait, les pays, tu vois, qui sont justement vassalisés, qui sont habitués à cette vassalité, en fait, qui fait partie tout simplement du fondement de leur État, si on peut appeler ça un État, hein. Ils sont enclins en fait à accuser les autres pays d'être des vassaux d'un tel ou d'un tel. C'est qu'en fait, ils peuvent pas comprendre que deux pays puissent être alignés en fait sur des positions qui soient tout à fait logiques, légitimes, et puis c'est tout à leur honneur, bien évidemment, c'est tout à l'honneur de l'Algérie et de la Tunisie d'avoir la même position à partir du moment où cette position elle est pour la défense du peuple palestinien et qu'elle refuse justement de collaborer avec le bourreau justement des Palestiniens. Je veux dire, il suffit pas d'être un vassal de l'autre pour penser ça. C'est juste quelque chose de logique. Gala Et Raïs, Qadiyya Muqaddasa, c'est ça, tout hein, à si fait, je me tout à trompe fait, pas. tout à fait. Voilà, Et c'est c'est pas ça. pour rien. Et c'est pas C'est pour rien. jusqu'à la fin, c'est comme ça. Il n'y a pas de Pourra- vassal. Nous, on est vassaux de Dieu. On est des vassaux de Dieu. C'est tout, subhanahu. C'est tout. On Et pourra pas c'est un lieu accepter en tout saint. cas. C'est un lieu saint et nos frères souffrent là-bas. Faut Tout pas à fait, l'oublier. tout à C'est tout. fait. Et on pourra pas accepter de toute façon
cette en fait toutes ces images là qui nous parviennent justement de Palestine, où on voit des Palestiniens qui sont assassinés, privés de leurs droits, des enfants qui sont emprisonnés, etc. En fait, cette Hogara, hein, c'est impossible que le peuple algérien ou que le peuple tunisien accepte cela. C'est juste une question de logique. Et j'ai envie de te dire, peu importe qui est à la tête de l'État algérien, voilà, le peuple algérien n'acceptera jamais ça. Et puis personne ne peut être à la tête de de l'État algérien, pardon, si voilà, si le peuple algérien n'accepte pas cela. C'est pas, enfin, s'il a une position en fait de de trahison vers le peuple palestinien. C'est juste quelque chose qui est naturel et logique en fait. Hein. C'est pas voilà, Le président, ça a c'est rien le peuple, d'extraordinaire. l'armée, c'est le peuple, c'est la pensée du peuple, en fait. Fed El Et Qadria, c'est rappelons, même pas. et Ouais. rappelons que Tunis a accueilli l'OLP dans les années 70 et que Mhm. c'était le siège de l'OLP pendant plusieurs années. Tout à Totalement. fait. Et Yasser Arafat, là, Et yarhamou, il a l'opération Jambe de résidé à bois aussi, Tunis, l'opération carrément. Jambe de bois où ils ont été bombardés. Les Tunisiens gardent des souvenirs de cette opération israélienne justement parce qu'ils ont bombardé Tunis. Et je pense qu'ils s'en rappellent encore et jamais, jamais, au grand jamais, ils ne pardonneront en fait cette agression et surtout ils ne laisseront pas, les Tunisiens, je pense, ne laisseront jamais en fait leur pays arriver à un stade où justement ils sont à genoux devant justement l'entité qui les a bombardés. C'est tout à fait inacceptable pour les Tunisiens. Le fait de dire justement qu'ils sont vassaux de l'Algérie parce qu'ils adoptent une position qui les honore, bah, ça montre en fait tout le mépris et puis toute la méconnaissance des gens qui insultent les Tunisiens pour dire en gros ils sont vassaux de l'Algérie. Bah écoute, si pour vous ils sont vassaux de l'Algérie, bah il y a beaucoup de pays qui sont Surtout, vassaux de c'est que l'Algérie c'est dans ce des cas. sujets qui t'accusent de ça, en fait, des vrais Tout à fait, sujets. tout à fait. Mais Non mais c'est ils bon, font je la même pense, chose. Ils font je la pense même qu'on chose est avec d'accord. les Vas-y Algériens. Playtox, vas-y. Oui, Vas-y. Vas-y, pardon. Ils font Plétox, la même d'accord. chose avec les Algériens et les relations qu'elle a avec la France, par exemple. Dès qu'ils voient que on essaie de faire des affaires avec l'un ou l'autre, on est vassal. Mais essaie d'être vassal comme nous, tu vas voir qu'ils font. Moi, je voulais dire, je sais pas si vous avez remarqué les discours des républiques, enfin des républiques avec les monarchies. En fait, les monarchies, ils ont des expressions un peu bien polissées, bien, alors que les républiques, enfin tous les présidents et les représentants des républiques, c'est direct. C'est-à-dire que la question palestinienne, c'est avec des mots clairs, nets, position claire, nette et précise. Les monarchies, ils sont toujours dans un truc un peu, tu vois, un peu bien maquillé, un peu, enfin, tu sens quand même la différence. On parle de généralité d'un côté, on parle de situation bien précise de l'autre. Tu prends toutes les républiques, enfin, tous les pays en dehors des monarchies. Moi, je connais pas tous les régimes des uns et des autres, mais en tout cas, c'était une caractéristique flagrante. Hein. Ben, Tous ceux qui ont Flitox, normalisé par rapport aux autres. oui, je suis désolé de te couper, mais en fait, maintenant que tu parles de république, en fait, lorsque tu croises justement la liste des conflits, notamment qui sont mentionnés dans cette déclaration d'Alger, en fait, suite à ce sommet, parce en fait, voilà, il y a plusieurs points qui sont cités, notamment la Palestine, bien évidemment, comme premier point. Mais lorsque tu regardes les crises, en fait, qui sont citées, et justement, les actions ou la démarche, les différentes démarches qui doivent être prises pour faire en sorte que les conflits en fait à travers le monde arabe soient réglés, bah, tu vois qu'en fait les pays où il y a de la destruction, des conflits, des instabilités, finalement c'est que des républiques. Hein. Ben Euh, oui. tu as la Libye, tu as Hum. eu le Yémen, tu as la Syrie, bien évidemment la Palestine qui est occupée aujourd'hui. Donc voilà, tous ces pays-là ont été visés en fait, ont été détruits. Bien évidemment l'Irak, pardon, j'ai oublié l'Irak. Euh, Le Liban. Le Liban, tout à fait. Donc, on voit que c'est que des républiques et ceux qui tirent entre guillemets leur épingle du jeu, bah, c'est des monarchies. Mais la vraie question, c'est pourquoi justement ce sont des républiques qui sont déstabilisées et puis leurs peuples hein, finalement qui sont meurtris et pas ceux des monarchies. Est-ce que ces monarchies-là ont des soi-disant des monarques qui sont éclairés, qui ont su justement défendre leur pays, etc. Non, c'est juste qu'ils se sont soumis. Ils se sont soumis à une politique. Ils ont vendu leur âme au diable.
Et c'est ce qui fait que justement que ces républiques qui ont refusé en fait la soumission ont été attaquées, voilà, via divers complots, etc. Donc Tout à fait. on connaît de toute façon la recette qui a mené malheureusement à la destruction de ces pays-là. C'est-à-dire qu'on voilà, soit du terrorisme. Alors le terrorisme au passage, c'est un des points qui a été évoqué. Donc voilà, renforcement en fait de la coopération dans le domaine du terrorisme, etc. Mais bon, je la trouve un peu hypocrite ce point-là. Enfin, ce point-là, je le trouve un peu hypocrite parce qu'on sait très bien qui a financé le terrorisme à travers le monde arabe et notamment au Moyen-Orient. Il y a un truc que j'ai noté effectivement le président, en fait, si j'ai bien compris, le Soudan et l'Égypte ont essayé justement d'inclure un point dans cette déclaration concernant la condamnation en fait de l'Éthiopie par rapport à la construction du barrage de la Renaissance. Et ça apparemment, il n'y a pas eu de consensus là-dessus. Et donc ce point n'a pas été inclus. Il n'y a pas eu de consensus. Bon, forcément, c'était lors de la session. En fait, je m'en suis rappelé lorsque je me suis rappelé justement tu sais, de la conférence de presse qui a été donnée par donc le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lamamra, et le secrétaire général de la Ligue arabe. Donc en fait, j'ai remarqué que bon, bien évidemment, il est égyptien, hein, le secrétaire général. Donc, mais il a insisté, il a vraiment, enfin, il a volontairement, bien évidemment, il a insisté sur le fait que justement ce point-là n'a pas été inclus dans cette déclaration d'Alger, justement parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Et à mon avis, enfin, moi j'aurais été curieux, enfin j'aurais voulu être présent lors de la séance à huis clos pour voir justement qui a supporté, qui n'a pas supporté cette décision-là, sachant que l'Algérie est le principal médiateur en fait entre d'un côté l'Éthiopie, avec lesquels on a de très bonnes relations en fait. Vous vous souvenez que la présidente éthiopienne était Absolument. présente lors du défilé militaire du 60e anniversaire, bien évidemment le 5 juillet, mais aussi lors de la cérémonie, il me semble, de clôture des Jeux méditerranéens à Oran. Ça, c'est un point à souligner. Et puis, il y avait eu le Premier ministre aussi éthiopien qui avait visité peu après l'Algérie. Mais à part Donc, le rôle de médiateur, l'Algérie, elle pense quoi de ce dossier-là? mais exactement, moi justement, j'aurais voulu savoir si finalement l'Algérie finalement a soutenu en fait l'inclusion de cette mention-là. Amine, ton micro est ouvert. Merci. Est-ce que tu pourrais le fermer? Euh, et euh, et aussi voilà, l'Algérie et puis les autres pays, bien évidemment. Enfin, parce que l'Algérie en tant que médiateur techniquement serait neutre et donc a tout intérêt à faire en sorte justement de pas entre guillemets faire sentir aussi à l'Éthiopie que la Ligue arabe et que l'Algérie elle-même, bien évidemment, comme État membre et puis comme organisateur de ce sommet-là, entre guillemets, se place du côté de l'Égypte et du Soudan. Donc c'est extrêmement important. Hein. Il y a un jeu d'équilibriste qui est en train de mener l'Algérie pour faire en sorte justement de trouver un accord. L'Éthiopie a besoin du barrage et en même temps le Soudan et l'Égypte disent si vous construisez le barrage, nous on perd toute notre irrigation Oui, on parle de milliards de mètres cubes ouais, d'eau, voilà. combien est Voilà, important le c'est ça. Nil, hein, surtout pour Mm. l'Égypte. Hein, donc en fait, Et toutes nos les zones détracteurs nous accusent justement de prendre position pour Mais c'est l'Éthiopie, toutes les alors que terres vraiment arabes, on hein, est c'est neutre toutes hein, les dans terres ça. arabes. exactement, ça c'est Ouais, une des ouais, thèses qui a été c'est ça, avancée exactement. par nos Voilà. ennemis, tout à fait, tout à Ouais. fait. C'est une question importante et sensible et puis bien évidemment cette question de l'eau, je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'en fait ce monde arabe, il est principalement lorsqu'on regarde, il est principalement dans des zones qui sont quand même arides, désertiques, etc. Donc là, finalement, cette problématique de l'eau, de toute façon, qui va être de plus en plus importante dans les prochaines décennies. Il va y avoir des guerres de l'eau, c'est évident, c'est une évidence. C'est en fait la région centrale entre guillemets du monde qui va être affectée par cette question de l'eau. Ça va être le monde arabe. Hein, quand on regarde. La Turquie qui a érigé une vingtaine de barrages qui est en train de faire remonter le sel dans les pays tels comme
En Irak, exactement, et c'est problématique l'eau, hein, vraiment. Et si je peux rebondir, il y a Monsieur Macky Sall, hein, président du Sénégal et président de l'Union africaine cette année, et c'est tout à son honneur, a mis en lumière aussi ce manque au niveau de l'agriculture, de l'alimentaire. Chez nos frères, justement, il parlait de la frontière de ces pays arabes, mais ils sont vraiment à nos frontières et que il y avait une demande de sa part de projets dans l'agriculture, etc. Et il a eu l'occasion, cette fenêtre-là, pour s'exprimer. Et voilà. Il fait demande justement aux pays arabes, etc. Et du coup, pour l'Érythrée et Djibouti, Franchement, j'ai pas de détails là-dessus sur ce qui a été vraiment discuté. On a juste vu que le point avait été mis justement pour faire en sorte justement que la Ligue arabe s'engage en fait à mettre en place voilà, une plateforme et un mécanisme en fait pour tirer entre guillemets ça au clair et faire en sorte justement que ce conflit-là soit résolu. Je franchement, j'ai pas de détails, Faiza, mais peut-être, je dis bien peut-être que l'Algérie sera aussi impliquée, hein, comme membre de l'État de l'Union africaine et aussi comme, voilà, comme, on va dire, pays à la réputation, de médiateur efficace et avec une diplomatie qui est justement, forte justement pour faire en sorte que que ces pays-là voilà, résolvent le conflit sans bain de sang, etc. Parce que Djibouti, c'est aussi un lieu entre guillemets, un carrefour qui est assez, enfin, qui a une place stratégique hyper importante. Faut pas oublier que Djibouti aussi, c'est le lieu, enfin, ou du moins si vous voulez, c'est une base à ciel ouvert entre guillemets. C'est-à-dire il y a les Américains, et quand je dis base, c'est base militaire, hein. Vous avez les Américains, les Français, les Chinois maintenant aussi, également, parmi. Qui, avec le plus grand contingent, les Chinois, récemment d'ailleurs. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un lieu extrêmement stratégique. Et puis voilà, il y a cette présence aussi militaire qui fait que la question est forcément plus compliquée à partir du moment où ce lieu-là revêt voilà, une place stratégique importante. C'est pas facile, je pense, et voilà, on suivra ça, enfin, on verra Et, les détails. Moi, j'ai pas trop de détails par rapport à ça, pour être honnête. ouais, Faiza, moi non plus, mais ce que je peux te dire, c'est que parmi les intervenants, j'avais remarqué que Tebboune avait 4 ou 5 présidents qui sont intervenus et pour lesquels il les a remerciés. Il a ajouté un commentaire et le Djibouti, il a ajouté le commentaire. Au même titre que le Liban, il lui a dit, mais voilà, vous inquiétez pas, on est là. Donc, mais honnêtement, je ne connais pas. Désolé, mais et c'est un peu, voilà, c'est les médias. Donc, t'as pas d'infos. Donc, tu ne sais même pas. Le gars, je sais qu'il y a des problèmes, il y a des guerres de voisinage, il y a des perturbations. Mais quand tu comprends pas, tu vois, tu entends le récit, mais tu ne comprends pas le fond de l'histoire. Mais en tout cas, à la fin de son intervention, Tebboune a fait un commentaire il l'a fait pour la Palestine, il l'a fait pour le Djibouti, il l'a fait pour le Liban, il l'a fait pour qui? Je ne sais plus, je crois que c'était je Du crois coup, même qu'est-ce qui ressort pour le pour Liban, l'Égypte, Flitox, si vous pardon. aviez... Du coup, qu'est-ce qui ressort pour le Liban? Est-ce qu'il y a Ah, il lui une a dit, t'inquiète pas, alternative? vous ne serez, le Liban, il a fini son intervention en disant, ne nous laissez pas seuls. Il lui a dit, tu n'as pas à t'inquiéter, vous ne serez pas seul. Et je crois qu'on en a discuté en aparté et vous ne serez pas seul. Genre, allez, je te le promets, vous ne serez pas seul. Il a dit, comme on en a discuté en aparté, vous ne serez pas seul. Voilà. C'était sa réponse. Rana Hna, il lui a dit Rana Rana Hna. hna. Voilà. Et Rana hna. Donc, tratch. قال كيما هضرنا. Il a failli taper du poing sur la table. Exactement. Ça, c'est que Exactement. pour Tahia El Jazair, ça. Mais tu vois, Pas pour c'est l'Algérie. des petits détails, c'est des petits détails. Franchement, c'est ça qui te rend fier. Parce que Tout à tu sais fait. que ma كانش طمع, tu vois, on n'est pas des طماعين. C'est vrai, on dirait il C'est-à-dire le cherchait peu un qu'on a, pupitre à taper quand il a dit Tahir. voilà, le peu qu'on a, on le partagera. Et moi, c'est là-dessus que je veux mettre le doigt. Ce sommet-là, nous, à titre, c'est-à-dire Algérie, à part le fait de réveiller tout le monde, honnêtement, on n'en profite pas de manière directe, c'est-à-dire on se remplit les poches. On le fait, j'allais dire, pour tout le monde. On va en profiter, mais au même titre que tout le monde. Et pour faire profiter tout le monde, on est même prêt de payer de notre peau, enfin
de participer à ce que justement tout le monde se mette debout pour qu'on se mette tous debout. Alors que théoriquement, si tu commences à avoir la mentalité de voilà la politique, et c'est très rare, hein, tu sais, normalement il n'y a pas de sentiment dans la politique, mais on a une politique dans laquelle on a quand même cette fibre qui fait qu'on est très proche, qu'on est sensible à ce qui se passe ailleurs, mais une Mais sensibilité. c'est dû à l'histoire, Flitok. C'est dû Ben à oui, nous, ben nous, oui, ben nous, oui. on a subi justement, on a subi les offres de bon, pas nous personnellement peut-être, mais c'est grâce à nos, on va dire à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents justement. Mais ça nous a atteint Voilà, par capillarité, hein. voilà, qu'on profite entre guillemets de cette paix, de cette voilà, de cette stabilité, etc. Et c'est pour ça qu'on a ces valeurs aussi. Enfin, on parlait du 1er novembre. C'est pas un hasard justement que l'Algérie, que le seul intérêt finalement qu'a l'Algérie, c'est le fait que justement il y ait de la stabilité parmi les pays amis, parmi les pays pas, voilà, du monde arabe notamment, vu on parle de ce contexte en particulier, et on demande rien en retour, tout simplement. C'est Et l'Afrique aussi, le même schéma avec tout à l'Afrique fait aussi. pareil pour l'Afrique. Pareil pour Et je l'Afrique. dirais que Chacun pour soi. l'Algérie ne prend pas la cape de super-héros. C'est vraiment un retour aux fondamentaux. C'est ça, en fait. C'est l'Algérie, c'est un classique, un retour aux fondamentaux. Ce que vraiment, les questions qui étaient vraiment d'actualité et les mots de ce monde arabe ont été abordés, en fait. C'est tout. Tout simplement ça. C'était cette politique laxiste à laisser sièges vides, etc. Et ben cette année-là, on a réanimé justement les médias occidentaux souvent ont cette image du sommet arabe comme un sommet stérile en décision. Ouais, une Et ben simple là, formalité administrative entre ouais, exactement, ouais, exactement, simple en faisant rendez-vous jouant leur et lobby externe, etc. Là cette année, ça marche pas à Alger. Et il y a que l'Algérie qui peut comprendre, comme tu le dis, avec cet esprit révolutionnaire. Mjarbin, justement, hein. C'est tentacule occidental, tu vois. Et voilà, alhamdoulilah. Là, on peut être que fier de ces hommes-là, de cette diplomatie. Et bravo à eux. bah Voilà. écoute, on va laisser ça comme mot de la fin justement, Houari. Je pense on arrive à la fin du space. Moi, je pense qu'on a fait le tour, hein, franchement, en termes de voilà des différentes déclarations qui ont été faites par les dirigeants, des points importants aussi de cette déclaration d'Alger qui a résulté de ce sommet. Et puis de la réussite aussi, hein, de ce sommet, et puis l'effort qui a été mis en place en fait par notre pays pour faire en sorte que ce pays-là soit en réussite, tant en termes de présence, comme ça a été souligné par tant de dirigeants, et puis par le président, bien évidemment, de la République, le ministre des Affaires étrangères, et puis le secrétaire général de la Ligue arabe. Donc présence exceptionnelle, hein, lorsqu'on regarde justement l'historique des 30 derniers sommets. Mais aussi déclaration historique et puis mesures historiques avec notamment cette insistance en fait ou ce point très important lié à la question palestinienne. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que ces points-là, voilà, ils vont être, on va dire qu'ils vont être implémentés entre guillemets sur le terrain. Et je pense que de toute façon, tant que l'Algérie sera euh, la tête de file pour justement du groupe arabe, pour faire en sorte que ces mesures soient vraiment appliquées, bah, il n'y a pas de souci à se faire parce que l'Algérie tient sa parole. Et puis voilà, sans rien demander en retour. C'est ça qui fait que notre pays en doit en être fier. Et puis à l'occasion du 1er novembre, on parlait des dates symboliques, 1er et 2e du mois de novembre. Moi, j'ai juste envie de dire une nouvelle fois, Allah yarham shuhada, bien évidemment. Rappelons-nous du 1er novembre, et puis transmettons en fait ces valeurs de novembre à nos petits pour faire en sorte que l'Algérie voilà, soit toujours au sommet. Voilà, je dirais au sommet, et puis que l'Algérien soit toujours fier de son pays. Aussi simple Et que ça. fidèle à lui-même, Tout à fidèle fait. à son pays. Voilà. Merci pour ce Merci beaucoup à space. tous. Merci. Merci à vous. Ça Merci. préfère. Merci Allez, bonne Ouari. soirée. Merci à Bonne tous les soirée. intervenants. Là, yahfadkoum, merci Spring, hein, vraiment. Merci pour la qualité de vos échanges.
الله يرحم Et à bientôt le الشهداء. Houari, hein. T'éloignes pas trop, hein. Inch'Allah, non, Inch'Allah, bien sûr. Tu vas où? Au حبيب بلادنا. Groenland? Il n'y a pas Internet au Groenland. Tu vas où? Non, ne dis pas, Ah, ne dis pas, ne dis pas, ils vont te voilà, le surveiller. Ah, DRS يوجدوا البي وانت voilà. T'as la surprise ok. le lendemain. Allez. Après, en tout cas, wallah, c'est un honneur. Et tant qu'il y a des Algériens sur la toile, vous êtes on est tous des ambassadeurs de notre ministère des Affaires étrangères, je dirais. Nous, on est là, on t'accueillera quand tu reviendras, d'accord? Donc, on Inch'Allah, y a pas de t'attend. souci. Allez, on Allah t'attend. يحفظكم. Allez, on est là, on tient la boutique. Voilà, Allah يرحم الشهداء, vive tous les Allah peuples yarham shuhada. opprimés, خوتنا الصحراوى, les peuples au monde hein, opprimés. Et puis voilà, merci à vous tous, salam alaikum et Allah يحفظكم. Merci à vous Et tous. bon vent, Houari. Comme dirait M. Ouais. Talassa, bon vent. Allez. Salam. Tahia al Jazair. Allez, ciao.